Et sans s'en rendre compte, soldats commencent il retourne sur les mêmes collines qu'avant, à la recherche de quelque chose, et lorsque cela ne suffit pas, ils utilisent leur scanner pour ne manquer aucun détail. Et soudain, une silhouette rapide passe en courant, juste derrière eux. Alors ils crient, le voilà, se mettant en garde et pointant leurs armes sur la créature, qui s'avère n'être autre qu'un petit garçon humain. Il est effrayé et couvert de cicatrices, et le garçon s'enfuit. Mais ils parviennent tout de même à le capturer. Quelque temps s'écoule avant que le garçon ne rouvre les yeux, maintenant allongés dans un lit confortable, dans une chambre où la lumière éclatante du soleil l'éblouit. On découvre alors qu'il se trouve dans une zone de protection pour enfants. Ainsi, ayant vécu toute sa vie sous un bâtiment abandonné, le petit garçon est incapable de comprendre ce qui se passe, comme le sol plat, les vêtements propres et la nourriture délicieuse qu'on lui sert à heure fixe. Tout est trop nouveau pour lui, c'est pourquoi il commence à passer son temps assis sur la colline, et tout change lorsque d'autres enfants s'approchent et lui proposent de jouer avec eux, mais il se met sur la défensive comme un chat et les fait fuir, jusqu'à ce qu'un papillon se pose sur ses cheveux et le calme. Au loin, il est observé par deux femmes. La rousse lui demande si le garçon sait parler, et l'autre répond que non, lui expliquant qu'il a été trouvé récemment par l'équipe de sauvetage. Elle émet donc l'hypothèse qu'il a grandi avec des animaux et que c'est pourquoi il ne peut pas encore communiquer. Face à cela, la rousse pense qu'il est littéralement Mowgli, ce qui laisse l'autre perplexe. Car il s'agit d'un personnage d'une histoire datant de l'ère avant l'arrivée. Pour en revenir au petit garçon, il court à l'intérieur du bâtiment avec les autres enfants, lorsqu'il voit que l'un d'eux reçoit une lettre, bien entendu. Il ne comprend pas ce que c'est, ce à quoi la fille otage de rousseur explique que cela lui a été envoyé par un parrain, qui envoie même parfois des cadeaux, et comme toujours, le garçon ne dit rien. Cependant, elle l'emmène avec elle, soulignant que les parrains sont des adultes qui prennent soin d'eux. Pour la plupart de bonnes personnes, bien qu'il y en ait aussi de mauvaises, et petit à petit elle lui raconte l'histoire des parrains des autres enfants qui sont venus offrir des jouets, des vêtements et qui parlent même avec eux, ce qui ressemble à un rêve. Sauf que la fille insiste sur le fait qu'elle n'a pas besoin d'aucun parrain, car sa mère a promis de venir la chercher au bout de son nuit, et tandis que le garçon l'observe, confus. Elle insiste sur le fait que 100 nuits passeront en un clin d'œil, et elle espère donc que ce moment arrivera vite. Alors, quand il regarde le ciel et cligne des yeux, il a même l'impression que les étoiles défilent rapidement, et le lendemain, l'institutrice explique que les extraterrestres sont arrivés sur Terre depuis les confins de l'espace pour devenir amis avec les humains. Cependant, à l'heure de la récréation, un garçon à lunettes insiste sur le fait que c'est un mensonge et sort un livre qu'il a volé directement dans le bureau du directeur, et c'est ainsi qu'il commence à lire, expliquant qu'il y a très longtemps, les extraterrestres sont arrivés sur Terre, plongeant le monde dans le chaos et l'humanité a décidé de se battre avec tout ce qu'elle avait, y compris des armes nucléaires. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Et selon le livre, le chef des extraterrestres a dévoré la bombe nucléaire comme si c'était un bonbon. Les humains n'ont donc eu d'autre choix que de se rendre. Et quelques jours plus tard, les institutrices commencent à faire l'appel et appellent le garçon Mori, en lui remettant une lettre qui lui était directement adressée et en soulignant qu'il semble que maintenant il a un parrain. Le problème est que la fille otage de rousseur entend cela, qui est si surprise qu'elle en laisse tomber ses affaires par terre et se met à pleurer, complètement anéantie. Et bien qu'ils ne se connaissent que depuis peu, ces deux-là sont devenus les meilleurs amis du monde. Alors Mori la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve en train de pleurer sous une table, et comme elle insiste pour qu'il s'en aille, il est désemparé, ne sachant que faire, et au bout d'un moment, il lui apporte même un biscuit entamé, quelques feuilles et une brindille qui s'avèrent être ses biens les plus précieux dans la vie. La fille otage de rousseur comprend donc qu'il essaie de lui remonter le moral, et avoue que plus de 100 nuits se sont écoulées et que sa maman n'est toujours pas revenue. Elle pense donc que sa mère lui a donné ce nombre en pensant qu'elle ne saurait pas compter aussi loin. En d'autres termes, elle ne reviendra jamais et elle est désormais complètement seule. Mais ce qui est curieux, c'est que sans dire un mot, Mori s'assoit simplement dos à dos avec elle, lui montrant ainsi qu'il ne l'abandonnera pas. Et pour plaisanter, la fille otage de rousseur lui demande si elle peut manger son petit biscuit, et l'expression du petit garçon est une réponse amplement suffisante. Il passe donc tout l'après-midi à s'amuser, jusqu'à ce qu'elle propose de lui lire la lettre qui, étonnamment, ne contient rien de plus que le mot bonjour. Bien sûr, la fille otage de rousseur trouve que ça n'a aucun sens et retourne l'enveloppe, révélant que celle-ci contient également une fleur bleue, qui attire immédiatement l'attention du protagoniste, au point qu'il passe toute la nuit à la renifler et à s'émerveiller de son parfum qu'il n'avait jamais senti auparavant.
Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des jours, Maury commence à recevoir une montagne de cadeaux incroyables, qui émerveillent les autres enfants et attisent la curiosité de la fille aux taches de rousseur. Car ils sont accompagnés de lettres contenant des phrases simples et absurdes, comme joli cercle. Bien sûr, tout le monde se demande qui est son parrain. Supposant que c'est une personne très riche, et l'un d'eux mentionne que les gens sont souvent, eux, particulièrement gentils quand ils ont pitié d'eux. Quoi qu'il en soit, Maury, lui, n'est intéressé que par les crayons de couleur et essaie de les manger, jusqu'à ce qu'on lui explique qu'ils servent à dessiner, et le pauvre a presque le cerveau qui explose. Après cela, le directeur demande à tous les enfants de l'aider avec la lessive, et ces derniers acceptent avec joie, prenant ça pour une sorte de jeu. La seule qui n'est pas très convaincue est la fille aux taches de rousseur, mais même Maury commence à trouver ça amusant une fois que l'eau se met à mousser. Il devient alors comme un fou et la fillette lui demande de faire attention, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une silhouette s'approcher au loin et se mette à crier Rowena, ce qui fait briller de joie les yeux de la petite qui court se jeter dans les bras de sa mère. Les retrouvailles sont si émouvantes que Maury reste sans voix. Et plus tard, le même jour, Rowena a déjà fait ses valises, alors elle va lui dire au revoir, lui demandant de prendre soin de lui, de bien mâcher avant d'avaler, et elle lui offre un sac et une paire de bottes pour qu'il n'ait plus jamais à marcher pieds nus. Et Maury n'arrive pas à bien comprendre la situation, mais il est évident qu'elle va lui manquer. Alors elle le serre dans ses bras avec beaucoup d'émotion en lui disant que elle espère qu'il aura tout ce qu'il désire. Et le lendemain, Rowena part avec sa mère et tout le monde lui dit au revoir. Avec joie, sauf Maury, qui se sent très étrange. L'absence de son ami est impossible à oublier, mais il ne se sent pas particulièrement seul, se raccrochant au cadeau de son mystérieux parrain, la cape chaude comme l'aube, les jouets amusants, et bien qu'il ne sache pas lire, les lettres ont cette délicieuse odeur de fleurs qu'il adore. Peu à peu, Maury commence à se souvenir des paroles de ses amis et des retrouvailles de Rowena avec sa mère, se demandant si son parrain pourrait être sa propre mère. Et c'est ainsi qu'il commence à réfléchir, et le soir même, il fait ses bagages. Emportant toutes les affaires que Rowena lui a données, il dit adieu à l'orphelinat. De loin, commençant à s'éloigner, traçant son propre chemin vers l'inconnu, en route pour voir sa mère. Et après une longue marche, Maury se réveille dans ce qui semble être une grange, mais qui est en réalité un train, dans lequel il s'est faufilé pour l'aider à aller le plus loin possible de l'orphelinat et le plus près de son but. Et arrivé dans un vaste désert, il décide de descendre, dit gentiment au revoir au train, et commence à marcher jusqu'à ce qu'un bruit étrange attire son attention, et en se retournant il remarque qu'il s'agit d'un groupe de bandits s'approchant de lui à toute vitesse. Et comme il peut, il se met à courir, mais le petit est si lent que ceux-ci finissent par l'encercler facilement. Et la scène est observée de loin par un mystérieux individu, à la peau rouge, et la surprise vient lorsque les bandits descendent de leur moto et remarquent que Maury est un humain, et bien que le voir si hérissé, l'un d'eux demande aux autres s'ils en sont vraiment sûrs. Et, plus important encore, s'il pourrait valoir un peu d'argent. Et finalement, l'un d'eux propose nerveusement qu'il pourrait le manger, insistant sur le fait qu'il est si petit que personne ne remarquerait son absence. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils sont arrêtés par un alien faisant le double de leur taille. C'était leur chef, qui leur demande ce qu'ils foutent, et le bandit s'excuse. Cependant, le chef reconnaît que Maury pourrait être un bon apéritif et il semble que il allait considérer l'idée de le manger, quand soudain la tête d'un des bandits explose. Et il commence à être attaqué par le type à la peau rouge de tout à l'heure. Et en le voyant, les bandits le reconnaissent comme étant ridé et tirent avec tout ce qu'ils ont, ayant la surprise de constater que celui-ci est capable d'esquiver chaque coup, avec une habileté absurde, et voyant que c'est une confrontation directe, et qu'elle est inévitable, le chef se prépare à combattre, et bien que ridé se jette sur lui, provoquant une grande collision, il réussit à s'en sortir indemne, grâce au fait qu'il a pu ériger une barrière protectrice juste à temps. Le problème, c'est que cela ne sera pas suffisant, car Ridé s'en sort aussi indemne et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il tire un puissant rayon laser avec lequel il achève chacun des bandits en une seconde, et une fois que tout se calme, Ridé mentionne qu'il n'aurait pas dû venir causer des ennuis sur son territoire. Et ensuite il tourne son regard vers le protagoniste, qui se met en garde pendant que l'alien lui demande ce que diable il est censé être et, de manière adorable, Maury commence à grogner comme un chat, alors Ridé analyse ses émotions avec un appareil, déterminant qu'il a peur, et ce même appareil
lui indique qu'il s'agit d'un petit enfant humain, et avec ça, en fait, Ridé se montre le plus aimable et souriant possible pour le rassurer, lui expliquant qu'il est en sécurité et que cette petite chose à côté de lui est son ami, Aya. Le mieux, c'est que, supposant qu'il est perdu, Ridé propose de le ramener à la maison. Ce qui fait briller les yeux du petit, qui accepte de le suivre avec confiance. Malheureusement, l'attitude de Ridé n'est rien de plus qu'une imposture. Car il commence à se dire que, même si laisser les humains tranquilles est une règle implicite depuis longtemps, les manger n'est pas techniquement illégal. Donc, même s'il est très petit, quelqu'un sera sûrement disposé à payer beaucoup d'argent pour lui afin de le dévorer comme encas ou de l'utiliser comme jouet. Et le moment intéressant arrive quand Ridé remarque ses vêtements, avec curiosité. Il soulève sa cape et remarque que quelque chose lui donne des frissons dans tout le corps. Et il décide que la meilleure chose à faire est de le laisser là et de s'en aller. Insistant sur le fait qu'il est une personne très occupée, alors Ridé monte simplement sur sa moto et lui dit au revoir, partant à toute vitesse tout en pensant qu'il a failli s'attirer de gros ennuis. Car ce n'est pas une cape ordinaire, mais elle porte une marque distinctive très importante, et à elle. Il lui dit que c'est une poule mouillée, en plus de lui dire de se taire. Ridé mentionne qu'il a très soif, ce qui pousse une petite main à lui tendre une bouteille d'eau, l'alien le remercie même. Jusqu'à ce qu'il réalise qu'il devrait être seul sur la moto, en se retournant, il remarque que c'est le protagoniste qui a réussi d'une manière ou d'une autre à monter et à s'accrocher à lui de toutes ses forces, bien sûr. Ridé essaie de se débarrasser de lui, mais cela ne fait que le faire trébucher sur une pierre et ils finissent par avoir un accident. Au point qu'il perd connaissance et ne se réveille que tard dans la nuit. Couvert de toutes les cartes, jouets et affaires du protagoniste. Et Ridé ne comprend pas ce qui se passe, moment où Mori apparaît et le fait presque mourir de peur. Pendant qu'elle explique que le petit a mis toutes ses choses sur lui pour le réchauffer au cas où sa température corporelle chuterait trop. Et l'appareil prévient également qu'il souffre d'une grande déshydratation, ce qui est suffisant pour que le protagoniste parte en courant à toute vitesse chercher une bouteille d'eau, avec la malchance de trébucher à nouveau sur la même pierre qu'avant. Et de finir par la renverser sur lui, de manière super adorable. Mori commence à fouiller dans ses affaires pour trouver quelque chose pour le sécher, mais à ce moment-là, Ridé a l'occasion de voir le sceau sur ses cartes, où ressort le même symbole qu'il a vu auparavant. Le logo du clan Fa, dont le chef est l'un des 7 doigts de l'être dont l'intérieur contient l'univers entier, et cet emblème ne peut être utilisé que par lui et par ceux à qui il a donné une autorisation expresse. En fait, on dit que si quelqu'un essaie de menacer ces personnes, c'est comme signer son propre arrêt de mort. Donc faire quoi que ce soit au nain est synonyme de danger. Cependant, Ridé commence à élaborer un autre type de plan dans sa tête et observe les indices qu'il a, un humain sans compétence et dans le besoin. Des objets marqués de ce symbole et des lettres pleines de mots d'affection dans le papier est d'une si haute qualité qu'il pourrait couvrir un mois entier de nourriture. Il se demande s'il pourrait recevoir une grosse récompense en ramenant le petit. Et c'est ainsi que le jour suivant, il se met en route à pied tout en expliquant au protagoniste que personne ne connaît ce monde comme lui et qu'il est une personne formidable. Il est donc prêt à lui rendre ce service à condition qu'il se souvienne de qui l'a aidé dans ces moments si difficiles. Le problème, c'est que Mori l'ignore effrontément, et quand Ridé s'approche pour lui demander de faire attention, son âme a failli quitter son corps en voyant qu'il est en train de manger un scarabée et le lui retire de la bouche comme une mère le ferait avec son enfant, lui faisant un sermon monumental sur les raisons pour lesquelles il ne devrait pas manger ce genre de choses. En fait, il explique que toutes les créatures brillantes de couleur bleue ou violette peuvent être extrêmement toxiques et qu'il devrait donc s'en tenir éloigné. Et surtout ne rien manger qui lui paraisse un tant soit peu suspect. Et à ce moment-là, Ridé pense que cet avertissement sera amplement suffisant. Mais le jour suivant, alors qu'ils poursuivent leur chemin, Mori trouve de nouvelles manières très créatives de continuer à se mettre en danger. Le protagoniste tombe même dans des sables mouvants. Le tout avec ce visage ridiculement adorable qu'il a. Bien sûr, il s'énerve de plus en plus lorsque Ridé le gronde d'être un piège mortel ambulant, et la nuit, l'alien se demande bordel ce qu'il est en train de faire de sa vie, mais il remarque alors que Mori est concentré sur ce qu'il fait. Alors il lui demande ce qu'il dessine, ce qui fait que ce dernier s'enthousiasme et essaie de lui expliquer de quoi il s'agit, sans grand succès. Cependant, l'alien parvient à lire son nom gravé parmi les choses, et commence donc à l'appeler Mori, et lorsqu'il lui demande ce qu'est cette chose noire et bizarre sur ses dessins, il s'avère que le petit l'avait dessiné au début. Ridé est alarmé par sa laideur, mais ensuite il reste à fixer le papier pendant un long moment.
Car c'est la première fois de sa vie que quelqu'un prend la peine de le dessiner et à ce moment-là, Lia identifie qu'il est heureux. Cependant, en vrai dur à cuire, il lui dit qu'il ne sait pas de quoi il parle et tous les deux commencent à aider Mori à améliorer ses dessins et le jour suivant. Ils arrivent à une grande colline où ils remarquent qu'ils n'ont plus qu'à continuer. Encore un peu pour arriver à leur destination, mais le petit était déjà en train de courir dans la direction opposée, rencontrant une sorte de lézard. Super adorable et à ce moment-là, le petit lui touche la main et il commence à jouer. Ce qui fait que la mère de la créature le voit comme une menace et l'attaque, provoquant l'embrasement de tout son corps à cet instant même. Et d'une seconde à l'autre, Mori est complètement consumé par les flammes. Ridé panique, tirant sur les créatures tout en courant vers lui avec l'intention de le sauver. Le problème, c'est que lorsqu'il tend la main, les flammes grandissent à un tel point qu'il est complètement impossible de le sortir de là et il n'a d'autre choix que d'observer la scène avec désespoir, sachant qu'il ne restera que des cendres à l'endroit où se trouvait autrefois le garçon. Cependant, quelques instants plus tard, la cape rouge sort des flammes. Et à la vue de tous, elle commence à éteindre le feu petit à petit, ramenant Mori comme s'il s'agissait d'une sorte de magie, et c'est ainsi que la forte flambée d'avant disparaît, ne laissant que l'adorable petit garçon assis tranquillement par terre, pendant que Ridé, la mère et le bébé lézard restent sans voix, applaudissant devant un tel spectacle. Et désespéré, l'alien lui demande s'il va bien et Mori hoche la tête, tandis que celui-ci admet qu'il a failli avoir une crise cardiaque et il n'hésite pas à déverser sa rage contre les créatures, les visant avec son arme, prêt à les éliminer. Elia lui demande de se calmer et la mère lézard essaie de lui expliquer, mais bien sûr, ils ne parlent pas la même langue, bien qu'ils ne se comprennent pas, Ridé lui demande d'arrêter de jouer la victime. Car il a lui aussi un petit à protéger, et elle a failli en faire un barbecue. Et c'est ainsi que la discussion continue, jusqu'à ce qu'elle les avertisse que quelque chose approche de sous la surface. Mais lorsqu'il y prête attention il est déjà trop tard, car ils sont dépassés par une version encore plus grande du lézard, il semblerait que ce soit la véritable chef de la meute. Toutes ses pensées se tournent donc vers le fait qu'il doit protéger Maurice. Il se prépare à combattre, cependant, la créature géante ne les attaque pas, mais réprimande plutôt ses enfants pour leur impolitesse et les oblige à s'excuser, et mort de peur, mais voulant jouer les durs. Ridé leur dit qu'il les laissera tranquilles pour cette fois, alors ils se disent au revoir. Mais avant de partir, le bébé lézard s'approche du héros et lui offre une pierre précieuse à ajouter à ses trésors. En réponse, Maurice lui donne une plume et il joue encore un peu avant de se quitter, et c'est là que Ridé le voit un peu nerveux, et lui fait savoir qu'il est toujours en vie uniquement grâce à cette cape qui possède probablement une magie surpuissante, capable de le protéger de tout mal et même de réguler sa température corporelle. En d'autres termes, la personne qui la lui a donnée l'aime énormément et il devrait la remercier, ce qui émeut tellement Maurice qu'il se met à courir en rond autour de lui, et une fois la nuit tombée, Ridé n'arrête pas de penser à quel point il est mignon, alors il lui demande de lui raconter tout ce qu'elle sait sur les humains. Découvrant qu'à la différence des extraterrestres, ils se reproduisent d'une manière telle que Maurice doit avoir ce qu'on appelle une mère, et on nous raconte ensuite qu'il y a très, très longtemps, le maître de la Terre a abandonné la planète pour visiter l'espace, et à son retour, il découvrit que de nombreuses nouvelles formes de vie avaient été créées, y compris les humains, plus violents et ambitieux que les autres. Et peu à peu, il découvrit que les humains fonctionnaient en se basant sur la croyance que tout leur appartenait, de l'herbe sous leurs pieds jusqu'aux autres humains, mais leur population commença bientôt à diminuer et à disparaître, et Ridé réfléchit en voyant la situation actuelle. Les humains n'ont pas à trop s'inquiéter pour les plus jeunes de leur espèce. Et presque instinctivement, il se tourne vers Amaury et lui prend la main, le regardant avec une affection qui le surprend lui-même. Et d'un autre côté, dans un lieu inconnu, une créature en rassure une autre. Et il y a des biocapteurs disséminés dans la forêt qui entoure le centre de protection, et qu'ils n'ont peut-être pas eu d'effet à cause des pouvoirs imprégnés dans la cape, mais qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car ils sont déterminés à retrouver le petit, quoi qu'il arrive. Après cela, nous voyons Maurice allongé sur cette vaste colline, jusqu'à ce qu'il se lève, confus et un peu effrayé, en voyant qu'il est complètement seul. Malgré tout, la beauté du paysage l'éblouit, cependant, à ce moment précis. Il ouvre les yeux, réalisant qu'il s'agissait d'un rêve. Et Ridé lui dit qu'il s'est réveillé juste à temps, car ils sont enfin arrivés au village. Et c'est ainsi qu'il commence à avancer le long de ces rues, qui sont bondées, pleines de vie, et représentent un nouveau monde que Maurice n'avait jamais vu. C'est alors que quelqu'un crie, les effrayant tous les trois,
mais il s'avère qu'il s'agit d'une foule de femmes extraterrestres, qui tentent toutes de s'approcher, émerveillées de voir à quel point le petit est mignon et adorable. C'est terrible, celle qui se jette sur moi, elle se rue sur la voiture. Bien sûr, Maurice devient nerveux et ridé, automatiquement. Se met sur ses gardes, les avertissant qu'il s'agit d'une marchandise très, très chère. Et qu'aucune d'entre elles ne serait capable de payer, et ses paroles déroutent énormément le protagoniste. Mais ils continuent leur chemin jusqu'à une taverne, où ils rencontrent un type aux cheveux blonds et aux cornes nommé Valentine. Et il semble que c'est lui qui tient l'endroit et il fait quelques blagues sur le fait que seuls les idiots mangent des humains de nos jours, jusqu'à ce que Ridé lui montre le sceau des lettres. Et lui demande comment trouver ces gens. Automatiquement, Valentine est stupéfait et commence à chuchoter, insistant sur le fait qu'il n'avait vu cet emblème qu'une seule fois dans sa vie, mais que probablement il pourrait trouver un représentant de la ville, et c'est là que les choses se compliquent, car Ridé. Il prend peur et mentionne que c'est là que vit l'arbitre, cependant, Valentin n'a rien de plus à dire. Et commence à apprécier les traits uniques du protagoniste, jusqu'à ce que Ridé lui demande quelques provisions. Et il négocie le prix pendant que Maurice joue avec elle et, une fois le prix final fixé, le pauvre Ridé doit fouiller dans ses affaires pour trouver de quoi payer, et elle propose qu'il vende une des possessions du protagoniste, ce à quoi l'extraterrestre l'assure qu'il pourrait le tuer pour ça, et c'est là qu'il remarque la pierre précieuse du lézard et demande à Valentin combien elle vaut, ce à quoi celui-ci lui explique qu'il s'agit d'une gemme de Thomas et la jette sur le comptoir, la faisant se briser en 1000 morceaux. Bien sûr, le protagoniste a failli avoir une crise cardiaque en voyant comment on ruinait son trésor, mais Valentin lui demande de se calmer et de simplement observer, car en quelques secondes la gemme redevient comme neuve, ayant la capacité de se reconstituer. Le problème est que, même ainsi, elle ne vaut rien, alors avant de poursuivre la négociation, Ridé la passe à Maurice sans remarquer que celle-ci a commencé à rouler à travers toute la taverne, et le petit s'est éloigné en la poursuivant innocemment, mais lorsqu'il parvient à l'attraper, il tombe sur une créature à l'aspect terrifiant qui, en le voyant, lui dit qu'il est adorable. Mort de peur, le protagoniste commence à courir pour retourner auprès de Ridé. Le problème est que la créature l'attrape par la cape et le tire vers elle, le fourrant dans son sac, qui fonctionne comme une sorte de trou noir, si bien que Maurice tombe dans une obscurité profonde où, peu importe combien il crie ou pleure, personne n'est capable de l'entendre. De son côté, soudainement, Ridé a un très mauvais pressentiment et se retourne, se rendant compte que le petit n'est nulle part. Le pire est que le reste de la taverne est complètement calme, comme si de rien n'était. Et lorsqu'il commence à crier le nom de Maurice, personne ne réagit, à l'exception de quelqu'un qui se plaint. En sentant le type qui a kidnappé le petit le bousculer pour sortir de l'endroit. Et dans ces derniers instants, Ridé établit un contact visuel avec l'individu. Ressentant un très mauvais pressentiment, il se lance donc à sa poursuite, lui demandant de s'arrêter, mais celui-ci non seulement l'ignore, mais il commence à se faufiler à travers la foule. Et quand Ridé s'approche enfin assez pour presque l'attraper par la cape, le sujet saute vers une falaise. Et elle détecte un petit humain piégé dans sa poche. Il leur est donc clair qu'il essaie de kidnapper Maury, et avec ça en tête. Les deux se séparent pour tenter de l'intercepter, mais le type est incroyablement insaisissable et la structure du village n'aide pas, alors elle décide d'utiliser sa technologie similaire à celle que nous avons vue au début pour scanner toutes les rues. Suivre ses mouvements en temps réel et calculer un total de 14 itinéraires possibles pour l'attraper, et petit à petit, les options se réduisent de sorte qu'elle guide Ridé par l'itinéraire le plus approprié pour pouvoir l'intercepter, et commence une poursuite brutale au cours de laquelle il finit même par détruire une œuvre d'art. Sable pur d'une petite artiste qui avait mis 6 mois entiers à la réaliser. Et finalement, Ridé n'est pas prêt à perdre Maurice sans se battre. Et le ravisseur commence à se sentir de plus en plus pressé, si bien que le protagoniste lui-même à l'intérieur commence à être secoué comme s'il était dans une machine à laver, et après un moment, elle le guide vers un point très spécifique, précisant qu'il va tomber sur la cible dans quelques secondes, mais celui-ci lui dit que ça doit être une sorte de blague. Car pour atteindre le type, il faut sauter une distance presque mortelle. Ainsi, quand elle crie, maintenant, Ridé n'hésite même pas une seconde et saute, surprenant le ravisseur.
À tel point qu'il reste figé, pensant que c'est un fou et qu'il va mourir dans sa chute. La surprise, c'est que, juste avant de s'écraser au sol, il est rattrapé par sa moto qui était contrôlée par elle. Réussissant non seulement à se sauver, mais aussi à se retrouver face à face avec lui, de manière effrontée. Le ravisseur lui demande qui il est et pourquoi il le cherche, ce à quoi Ridley se contente d'appeler le protagoniste et lui demande de faire le moindre mouvement. Oui, je l'entends, et c'est là que le protagoniste commence à lui crier dessus. Et il scannait la voix, confirmant qu'il s'agit de Maury, alors Ridley lui demande de rendre son humain, car il sait déjà qu'il l'a mis dans sa poche en ce moment même. Pourtant, le type fait l'ignorant. Et a le culot de dire que c'est son humain, ce qui fait que les niveaux du protagoniste commencent à s'élever en même temps que le désespoir de Ridley, et finalement, ce dernier sort son arme et menace de le tuer s'il ne rend pas le petit. Mais le ravisseur refuse, insistant sur le fait qu'il le trouve adorable, alors maintenant il est à lui. Et le pire dans tout ça, c'est que le ravisseur reconnaît Ridley, insistant sur le fait que sa réputation le précède, car c'est une créature créée illégalement, ignorante, simple d'esprit et marginale, alors il lui demande comment quelqu'un d'aussi dangereux que lui pourrait élever un être humain, et il insiste sur le fait qu'il peut l'aimer bien mieux qu'il ne le pourrait jamais. Non seulement ça, mais il insiste aussi que Ridley ne le veut que par caprice, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pareils. Heureusement, Ridley ne tombe pas dans ses provocations et propose que ce soit Maurice qui décide avec qui rester. Cependant, le ravisseur dit que ce ne sera pas nécessaire. Car s'il tire avec cette arme aux abords du village, toutes les alarmes se déclencheront, et il sera instantanément pourchassé comme un criminel. Bien sûr, cela le rend confiant, mais Ridley devient sérieux et déclare qu'il s'en fiche. Pendant ce temps, Maurice passe tout ce temps à crier et à appeler à l'aide intérieurement, ressentant des niveaux de peur qu'il n'avait jamais ressentis dans sa courte vie, désespérant à l'idée qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper. Cependant, tout change lorsqu'il entend une voix familière provenant de sa peluche, la peluche que sa mère lui avait donnée, qui lui dit de ne pas oublier d'aller aux toilettes avant de dormir, et bien que cela ne semble pas être une grande révélation, quelque chose s'allume en Maurice. Et pour en revenir au ravisseur, ce dernier tente de proposer un marché à Ridley. Car l'un d'eux gardera la tête et l'autre le corps. Une idée que, bien sûr, ce dernier ignore, pensant qu'il a assez de batterie sur son arme pour lui faire sauter la tête, cependant, il n'a pas le courage de le faire, car il ne sait pas si Maurice pourrait être blessé dans le processus. Au final, il sait que le mieux est de trouver un moyen de le sortir de là d'abord, et le ravisseur se plaint qu'il l'ignore, jusqu'à ce qu'il remarque une sorte de liquide étrange sortir lentement de son intérieur, et la peur est si grande qu'il tombe presque à la renverse et ouvre sa poche, révélant Maurice sans pantalon, complètement concentré sur le fait d'uriner, bien sûr, une opportunité que le petit ne manque pas pour s'enfuir, et ce dernier commence à l'insulter, le menaçant de lui ôter la vie, jusqu'à ce que Ridley fasse le premier pas, lui arrachant un bras. Instantanément, et désespéré, le ravisseur essaie de le récupérer, mais à ce moment-là, Ridley place son pistolet juste sur sa tête et lui demande de l'écouter attentivement. Car s'il touche à nouveau cet enfant avec ses mains dégoûtantes, il perdra bien plus qu'un simple membre. Et à ce moment-là, les alarmes du village se déclenchent et il sait qu'il est temps de partir, montant sur la moto. Activant un camouflage qui les rend invisibles, le protagoniste s'installe, et ils partent. D'abord confus, mais ensuite mort de rire de la façon dont les choses avaient tourné. Et elle insiste sur le fait que c'était une idée très créative. Et Ridley le félicite pour son bon travail, et quand Maurice serre sa peluche, celle-ci lui dit « Je suis très fier de toi », ce qui fait rougir ses joues. Et il se sent heureux de ce qu'il a accompli. Et à ce moment-là, le protagoniste grimpe sur Ridley et lui demande de le sortir de là le plus rapidement possible, en direction du berceau des baleines. Et après cela, ils arrivent dans une zone plus montagneuse qui ressemble à la colline des rêves du protagoniste, mais elle n'est plus si solitaire. Et maintenant elle se dresse avec une vue magnifique et la meilleure compagnie. Et à partir de là, ils commencent à parcourir de nouvelles et impressionnantes parties du monde. Des forêts qui semblent magiques, des ruines abandonnées, jusqu'à des marécages sortis d'un film d'horreur, et à une occasion, ils entrent dans une grotte et Ridley allume une lampe de poche, ce qui provoque le protagoniste. Il se déstresse tellement qu'il finit par le griffer, et là la machine n'hésite pas à
Notez que le petit semble avoir peur des sources de lumière concentrée. Et il y a des jours où ils passent des heures allongés sur la plage, d'autres où ils sont attaqués par des chauves-souris mutantes. Et des matins où, en s'endormant, le pauvre Ridé se retrouve avec tout le visage peint. Et le plus impressionnant arrive au milieu de la nuit alors qu'ils conduisent à travers une vaste plaine. Et au milieu des aurores boréales se trouve un troupeau entier de baleines volant dans les airs. En fait, l'émotion sur le visage du petit est si grande qu'elle n'hésite pas à activer le mode pilote automatique pendant que Ridé prend Maury dans ses bras et le soulève, créant un moment magique qui se transforme en un véritable miracle lorsque le protagoniste réussit à toucher le bout d'une nageoire et ses yeux brillent comme s'il atteignait le ciel lui-même. Et cette nuit-là, Maury rêve de sa mère qui le berce dans ses bras en murmurant encore et encore « Joli cercle ». Et le lendemain, il se réveille blotti sur les genoux de Ridé, qui se plaint à elle des turbulences. Ce à quoi elle lui répond que s'il veut, il peut conduire, et ils commencent à se disputer. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à une chaîne de montagnes imposantes, et il précise alors que le mieux sera de marcher à partir de ce point pour ne pas prendre de risques et attirer l'attention des créatures indésirables. Cela dit, il dit à Maurice qu'il est sur le point de découvrir quelque chose d'incroyable sur le corps humain et il l'emmitoufle à tel point que il ressemble à une boule, et elle doute que le pauvre soit même capable de marcher. Cependant, le vrai problème commence lorsque celui-ci reste à regarder l'horizon un moment et détecte quelque chose qui se déplace vers eux. À une vitesse de 491 km/h, Ridé sait que quelque chose d'aussi rapide ne peut présager rien de bon, et bien qu'au début il ait eu des doutes, il ne faut pas longtemps avant qu'il ne sente un frisson qui le paralyse sur le champ, suivi d'un très mauvais pressentiment. Il décide donc de retourner à la moto immédiatement. Malheureusement, elle annonce qu'il leur reste 2 minutes et 40 secondes avant d'être contactés. Un nombre qui diminue petit à petit jusqu'à ce que la créature apparaisse dans leur champ de vision, et elle a seulement l'occasion de crier « Le voilà qui arrive ». Et sans hésiter, Ridé fait déraper sa moto et tire, mais le problème est qu'il ne réussit pas à lui faire absolument rien, car son tir a été arrêté et absorbé par une sorte de trou noir que l'être est capable de contrôler à sa guise. Perplexe, Ridé ne trouve même pas la force d'essayer de s'échapper, car c'est inutile. Car devant lui apparaît l'ennemi le plus imposant qu'il ait jamais vu de sa vie. Un ennemi qui est venu spécifiquement pour eux, eh bien, on voit qu'il s'agit de la même créature que précédemment, qui était certaine de pouvoir trouver Maurice, bien sûr. Ridé l'ignore et pense que c'est un chasseur de primes qui a été envoyé à ses trousses pour avoir tiré dans la zone du village, ce qui le laisse paralysé. Car il ne pensait vraiment pas qu'il s'agirait de quelqu'un d'aussi fort. Pendant ce temps, l'ennemi les observe et en remarquant Maurice, c'est comme si quelque chose se déclenchait en lui, se retrouvant face à face avec sa cible. Le plus regrettable est que Ridé l'avertit qu'elle n'a que 10% de chance de gagner contre quelqu'un d'aussi fort et, bien que le garçon lui demande si elle est sûre, il reconnaît lui-même qu'elle ne se trompe jamais et que son adversaire est 1000 fois plus fort que lui. Par conséquent, pour protéger Maury, il doit éviter de se battre en un contre un à tout prix, avec ça en tête. La première chose qu'il fait est de tirer, car même si cela peut paraître contradictoire, cela lui permet de créer un écran de fumée pour fuir à toute vitesse, en activant le mode de suraccélération de sa moto et de cette façon il augmente la distance entre eux, mais le plan ne s'arrête pas là, car en s'assurant d'être dans une zone de sécurité intermédiaire, Ridé tire à nouveau, ne visant pas l'ennemi, mais la montagne derrière celui-ci pour provoquer une avalanche, bien sûr. Il sait que cela ne sera pas suffisant pour l'arrêter, mais assez pour gagner un peu de temps. Ils se remettent donc en mouvement une fois de plus, poussant la moto à sa vitesse maximale pour atteindre le pont qui mène directement à la ville. Pendant ce temps, le pauvre Maurice ne sait pas s'il doit s'amuser ou avoir peur, et la course est si extrême que Ridé lui demande de s'accrocher. Mais la bonne nouvelle c'est que ça fonctionne, car au loin ils peuvent voir comment ils se rapprochent de plus en plus du fameux pont. Malheureusement le bonheur est de courte durée, car derrière eux ils peuvent voir comment l'ennemi s'approche calmement, alors Ridé n'hésite pas à lui tirer dessus. Même si c'est inutile, car son adversaire arrête le projectile avec une facilité déconcertante et continue simplement de courir derrière eux. Et à ce moment-là, Ridé remarque que celui-ci ne semble pas avoir l'intention d'attaquer. Mais cela ne diminue pas son anxiété et il pense que tout ira bien une fois arrivé au pont. Le problème c'est que lorsqu'il regarde à nouveau derrière lui, l'ennemi les a déjà rattrapés et l'attrape au cou avec facilité, arrêtant la moto sur le champ et préparant un trou noir avec lequel il sera sûrement capable de l'anéantir sur le champ. Bien sûr, Ridé essaie de profiter de la courte distance pour tirer, mais c'est inutile et au fil des secondes il devient évident pour eux que ce sera leur fin. Cependant, quelque chose change.
Car l'ennemi tourne son regard vers Maurice, se rendant compte qu'il ne le sauve d'aucun trafiquant, mais que le petit s'accroche à Ridé de toutes ses forces et le regarde, avec les yeux désespérés de quelqu'un qui voit mourir un être cher, et la surprise est telle que l'ennemi relâche sa prise. Une opportunité que Ridé saisit pour se jeter de la moto. Et comme à ce moment-là ils étaient déjà sur le pont, il se laisse tomber vers le précipice, et il est évident que l'ennemi n'était pas familier avec cet endroit, du moins pas autant que lui. Et il reste à les observer quelques secondes comme pour savoir ce qu'ils vont faire, ayant la surprise de voir une baleine sortir de nulle part dessous le pont vers lui, et Ridé n'hésite pas une seconde à s'y accrocher. De son côté, Ayla contrôle la moto, alors elle la désactive simplement et revient avec eux. Pendant que l'ennemi observe Maurice s'éloigner peu à peu, comme s'il se demandait quoi faire. Ensuite, et après un moment nous passons à une obscurité profonde, où l'on peut entendre quelqu'un parler faiblement au loin, et peu à peu la personne. Ridé ouvre les yeux, lui qui s'était évanoui après un moment avec les baleines. Le plus adorable est que la première chose qu'il fait en reprenant conscience est de demander des nouvelles de Maurice, et Aya le félicite pour sa stratégie, car les baleines sont apparues précisément grâce à l'avalanche qu'il a provoquée. Autrement dit, il avait tout froidement calculé, encore confus, Ridé demande où ils sont. Et il commence à regarder autour de lui, ressentant un grand soulagement. Quand il remarque un dôme gigantesque au milieu des montagnes, car ils sont officiellement arrivés en ville et il dépose délicatement Maury sur le sol, lequel dit au revoir aux baleines de manière super adorable. Pour les avoir aidés, et bien que Ridé avait prévu d'entrer sans plus attendre, Aya propose qu'ils se déguisent, car ils ne savent pas si la nouvelle leur est déjà parvenue. Concernant la prime sur sa tête, le plus surprenant est qu'il peut lui-même déformer son apparence en moins d'une seconde. Et bien que le changement ne soit pas si extrême, il est suffisant pour que le petit ne le reconnaisse pas et commence à regarder de tous les côtés, à la recherche du vrai Ridé. Bien sûr, celui-ci le prend dans ses bras et tente de lui expliquer que c'est bien lui, mais Aya insiste sur le fait que le pauvre petit ne le reconnaît pas, et propose une autre alternative de déguisement, où ils se mettent tous les trois l'un sur l'autre pour ressembler à une sorte de géant à 4 bras. Ils ont l'air très ridicules, mais c'est ainsi qu'ils se présentent à l'entrée de la ville, où un robot leur souhaite la bienvenue. Et là, ils insistent sur le fait qu'ils sont venus demander une audience avec le clan Fa. En réponse, le robot leur demande de présenter le symbole. Alors, il charge Maury de fouiller dans ses trésors pour trouver l'un des portefeuilles. Et une fois celui-ci vérifié, le robot affiche un graphique géant et super complexe, leur demandant d'identifier l'individu qu'ils souhaitent voir. Évidemment, c'est là que surgit le premier problème, car ils n'ont aucune idée de qui il s'agit, et le symbole peut être utilisé autant par les chefs que par n'importe quel subordonné, donc Ridé et Aya. Ils paniquent en pensant que faire le mauvais choix pourrait être une condamnation à mort. Cependant, Maurice observe attentivement le graphique et une sphère en particulier attire son attention, alors pour en être sûr il sort simplement une des fleurs bleues que son parrain lui avait envoyées. Curieusement, le robot la reconnaît sur le champ, affirmant qu'il sait exactement qui il est, et un des hommes sur le graphique prend vie en se transformant en une sorte de portail qu'il n'avait jamais vu auparavant, et le robot remarque leur étonnement. Alors il leur assure qu'ils arriveront à destination, quelle que soit la direction qu'ils prennent, et c'est ainsi que les garçons s'enfoncent lentement dans l'obscurité jusqu'à ce que le vide se transforme en un magnifique champ ensoleillé. Non seulement ça, mais en quelques pas, ils arrivent devant un impressionnant manoir, et tandis que Ridé et Aya sont surpris que tout cela se trouve à l'intérieur de la ville, Maurice ne peut s'empêcher de remarquer la ressemblance de la maison avec l'orphelinat. En fait, il est tellement ému que il commence à courir vers le manoir et les autres le suivent jusqu'à ce qu'il arrive devant une clôture gigantesque, et Ridé leur demande d'être très prudents, car rendre visite à quelqu'un sans y être invité est passible de la peine de mort. C'est pourquoi il commence à chercher une sonnette, mais à ce moment-là Maurice entend des voix provenant d'une des fenêtres de la maison, ainsi qu'une longue chevelure noire qui pourrait appartenir à sa mère, et il est si ému qu'il n'hésite pas à franchir la clôture, à traverser le jardin en courant et à se faufiler par une des fenêtres, pendant que Ridé panique et appuie frénétiquement sur la sonnette pour qu'on lui ouvre et pour ne pas finir en prison. Mais disons qu'il est déjà trop tard, car le petit Maurice commence à explorer l'intérieur en courant, plein d'espoir, à la recherche de réponses, et c'est alors qu'il remarque la chevelure noire qu'il a vue de l'extérieur et entre dans la pièce, complètement surexcité, seulement pour tomber sur une créature dont l'apparence ressemble à celle d'un oiseau noir, ainsi qu'une autre de couleur blanche.
Et toutes les deux sont surprises de voir Maurice, se demandant qui il est et comment il est entré. Ici, et tandis que le petit garçon panique, elles se demandent entre elles si elles attendaient des invités ce jour-là, et tout change quand Maurice perçoit ce parfum si particulier de fleurs qui est devenu pratiquement un refuge pour lui, encore plus excité. Il commence à suivre l'odeur jusqu'à une pièce de l'autre côté du couloir. Bien sûr, les créatures essaient de l'arrêter, mais il est plus rapide. Et court avec un seul objectif en tête, cette grande porte où à coup sûr il trouvera sa mère. C'est alors qu'il tombe sur une silhouette, juste là d'où provient ce parfum si particulier. Mais le problème, c'est qu'en levant le regard, il découvre une douzaine d'yeux qui le fixent intensément. Provenant de la créature qui ressemble à tout, sauf à un être humain. Et Maurice, paralysé par la peur, ne peut s'empêcher de se remémorer la magie des retrouvailles entre Rowena et sa mère. La déception se lit alors clairement sur son visage, tandis que son esprit est envahi par l'idée qu'il se faisait de cet instant. Au même moment, la créature ressent sa peur et tente de le réconforter en lui caressant la tête. Mais à peine a-t-elle posé la main sur lui que le petit garçon se met à pleurer à chaudes larmes, et à cet instant précis, Ridée parvient enfin à entrer dans la maison et arrive dans la pièce, effrayée. Mais il est déjà trop tard, car les pleurs de Maury effraient la créature elle-même et résonnent dans les moindres recoins du manoir. Un peu plus tard, on aperçoit le pauvre enfant qui est encore en train de pleurer, blotti sous un lit, tandis que Kai et Ridée font tout leur possible pour lui faire comprendre qu'il est en sécurité. Ce faisant, ils sont observés par les petits oiseaux vus précédemment, qui se révèlent être les serviteurs de la demeure, mais bien que Ridée tente de calmer le petit garçon de toutes les manières possibles, c'est inutile. En sortant de la chambre, il retrouve la créature de tout à l'heure, dont la voix dénote une profonde inquiétude, ce à quoi Ridée répond qu'il faudra lui laisser un peu de temps, car il ne l'avait jamais vu pleurer de la sorte. La créature regrette de ne pas être ce à quoi le petit s'attendait et se présente comme Myria, la bienfaitrice de Maury et la dirigeante du clan Fa. Après quoi, plusieurs heures s'écoulent jusqu'à la tombée de la nuit. Et, les yeux complètement bouffis, Maury décide de sortir de sa cachette sous le lit, découvrant que Ridée et Kai dorment tous deux paisiblement. Le petit essaie de le réveiller délicatement, ce qui implique de frapper Ridée au visage de toutes ses forces, mais ce dernier continue simplement de dormir. Mort de faim, Maurice n'a d'autre choix que de commencer à explorer le manoir tout seul à la recherche de quelque chose à manger. Par chance, son odorat est excellent. Et il avance dans les couloirs jusqu'à la cuisine, sous le regard de Myria, qui fait tout son possible pour garder ses distances. Finalement, Maurice trouve un bol rempli de fruits et se souvient que Ridée avait essayé de lui en offrir quelques-uns plus tôt, alors il essaie d'en prendre, mais le problème c'est qu'il est trop petit pour pouvoir les atteindre et, avec beaucoup d'efforts, il commence à grimper sur le comptoir jusqu'à ce qu'il réussisse à en prendre un dans ses mains, mais à ce moment-là, il entend un bruit derrière lui. En se retournant, il croise le regard timide de Myria qui l'observe de loin. Et en revenant quelques minutes en arrière, on la voit poser un livre qu'elle lisait dans la bibliothèque, avec un regard mélancolique et plutôt triste, quand le bruit de petits pas traversant les couloirs a attiré son attention. C'est à ce moment précis qu'elle a vu le petit Maurice suivre frénétiquement l'odeur de la nourriture, bien qu'hésitante. Elle a aussi décidé de le suivre pour voir ce qu'il manigançait et c'est ainsi qu'elle l'a vu se débattre pour prendre un fruit, et nous revenons au présent juste à l'instant où leurs regards se croisent, laissant Maurice paralysé. Tout comme la première fois qu'ils se sont vus. Le détail, c'est que Myria a l'air beaucoup plus sinistre la nuit, au point que le petit a les poils qui se hérissent comme un chat et se met à courir dans toute la pièce, provoquant presque une crise cardiaque chez la pauvre fille qui décide de s'enfuir pour ne pas empirer les choses. Cependant, une fois que Maurice réussit à se calmer, on voit un fruit rouler timidement vers lui en guise d'offrande et, bien qu'il soit encore très nerveux, la faim l'emporte et il court après. Bien sûr, le fruit lui a été donné par Myria, qui reste de l'autre côté de la porte, craignant d'empirer encore les choses et, se souvenant de tous les efforts qu'il avait faits pour atteindre le bol, elle lui lance les fruits un par un pour qu'il puisse calmer sa faim. Et tout cela se passe lentement, comme si elle nourrissait une sorte d'animal sauvage. Alors quand Myria entend le petit manger petit à petit, ses yeux brillent d'un mélange de soulagement et d'adoration indescriptible, et sous la lumière des étoiles, Maury se régale et, au bout d'un moment, Myria prend son courage à deux mains pour jeter un œil, mais elle reste là, le regardant simplement manger en paix, profitant de l'instant.
Et le lendemain, Maurice se réveille allongé sur le sol de la cuisine. Par les voix des travailleurs qui commencent à arriver et qui murmurent avec enthousiasme à quel point ils ont hâte de voir en personne le fameux enfant humain. Bien sûr, Maurice se met sur ses gardes et s'enfuit en courant jusqu'à ce qu'il percute Ridée, qui lui demande comment il a dormi, pour ensuite avoir la surprise de voir le petit se coller à elle comme de la glu, l'enlaçant avec tant d'affection qu'elle reste complètement paralysée sans savoir quoi faire et elle se moque d'eux, mais le plus intéressant arrive quand elle raconte à Maurice ce qui s'est passé la nuit précédente pendant qu'il pleurait sous le lit. Il s'avère que Ridée a eu une réunion avec Myria, où celle-ci lui a dit à quel point elle était inquiète pour Maurice, car lorsqu'il s'est échappé, il pensait qu'il était parti à la recherche de son ami. Cependant, ils n'ont trouvé aucune piste, définitivement. Elle n'a jamais imaginé qu'il parviendrait à arriver jusque-là. Et elle lui a demandé comment elle pouvait la remercier, et bien que Ridée ait insisté sur le fait que ce n'était rien, elle lui a remis une boîte mystérieuse, lui demandant de l'ouvrir et la laissant émerveiller par son contenu. Et à l'intérieur de la boîte se trouvait ni plus ni moins qu'un fragment d'étoile d'une valeur d'au moins 60 000 pièces, une fortune, avec laquelle elle n'aurait probablement plus jamais à travailler de sa vie, et les yeux de Ridée brillaient comme jamais, mais le problème a commencé quand Myria l'a remercié pour son travail, pour avoir escorté Maury jusqu'ici, laissant pratiquement entendre que son rôle dans la vie du petit était terminé, et bien que c'était son objectif quand elle l'a rencontré. Le sourire sur le visage de Ridée a complètement disparu, se remémorant avec nostalgie tous les moments qu'ils ont vécus ensemble, y compris cette nuit où il l'a vu dormir si paisiblement et que sans s'en rendre compte, le petit a fini par se construire une place permanente dans son cœur. Et sa réaction lui a échappé, et sans y réfléchir à deux fois. Ridée a murmuré qu'il n'était pas encore prêt, malgré la peur de contredire l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Il a insisté sur le fait que Maury mettrait un certain temps à s'adapter à cet endroit. Donc le petit n'est pas prêt à le quitter. Bien sûr, il a joué les difficiles en soulignant qu'il est une personne très occupée, mais qu'il peut faire une place dans son emploi du temps pour rester ici un moment, jusqu'à ce que Maury se sente oui, à 100% à l'aise avec un tel changement. Myria lui demande si ce ne serait pas trop dérangeant pour lui, ce à quoi Ridée a insisté sur le fait que le petit s'était attaché à lui. La discussion a continué normalement, jusqu'à ce qu'il sente quelqu'un s'approcher dans son dos. Il ne s'agissait de nul autre que l'ennemi surpuissant de la dernière fois. Logiquement, Ridée a poussé un grand cri, ce à quoi Myria a précisé que ce n'était que Gère, un de ses assistants, mais elle s'est aussi excusée, consciente de l'affrontement qu'ils avaient eu, expliquant qu'il l'avait attaqué de cette façon parce qu'il pensait qu'il était une ordure qui avait enlevé Mera exprès pour toucher une récompense. Et avec ça, en fait, nous revenons au présent, où elle raconte tout au petit. Absolument tout, mais ce dernier n'entend rien car Ridée lui couvre les oreilles pour ne pas l'inquiéter avec les détails. Cependant, il lui fait comprendre qu'ils resteront un certain temps, l'envoyant explorer la maison avec elle, pendant que lui assiste à une réunion avec Myria et tous les membres de son personnel. Et en entrant dans la pièce, elle lui demande de s'asseoir, commençant la réunion, expliquant qu'ils n'ont pas encore pu prendre contact avec Salam, quelqu'un que Ridée ne connaît manifestement pas. Alors il pose des questions à son sujet, et les employés laissent entendre qu'il est lié à l'arbitre. Ici, nous voyons que l'arbitre n'est nul autre que le propriétaire de la planète Terre, il a donc la capacité de dicter les lois de la vie sur celle-ci, car ses bras portent le poids du monde entier, tandis que ses trois jambes créent le parfait équilibre pour le soutenir. Et Myria explique qu'elle a le pouvoir de manipuler des trous noirs car elle est l'un des 7 doigts de l'arbitre, tout comme Salam, qui de plus domine les terres depuis cette chaîne de montagnes jusqu'à la rivière Roden. Territoire où se trouve le refuge de Maurice, et c'est important. Car lorsque le petit a disparu, les gens de l'orphelinat ne semblaient pas avoir eu le moindre contact avec Salam, ni avoir reçu de rapport détaillé sur son état. C'est alors qu'un de ses employés insiste sur le fait que Salam est un homme très occupé, et qu'il pourrait sûrement le contacter bientôt. Mais le fait est que quoi qu'il arrive à Maurice, il faut aussi le consulter. Et Myriam dit à Ridée qu'il devra rester jusqu'à ce que tout soit résolu, mais l'atmosphère change lorsque l'employé à côté de lui le regarde avec une aura très pesante et demande s'ils peuvent commencer la véritable réunion. Après cela, Ridée sort et un autre employé lui remet un ensemble d'ustensiles ridiculement petits. Il les observe sans comprendre de quoi il s'agit, jusqu'à ce qu'on lui explique qu'il s'agit de la vaisselle spéciale pour Maury, qu'il a passé toute la nuit à fabriquer. Et Ridée lui dit qu'il n'est pas si petit que ça, ce à quoi un autre employé
L'emmène voir le lit, cette fois-ci, il est ridiculement immense. Pour que Maurice soit en sécurité même s'il bouge de 40 mètres. Pendant la nuit. Il est évident que tout le monde est très enthousiaste pour le petit. Et pendant que Paz est avec Maurice, ce dernier explore la maison. Avec curiosité, en griffant les murs, en jouant dans la cuisine et en parcourant chaque recoin, tandis qu'elle lui explique ce que sont les choses. Le moment intéressant arrive lorsqu'ils entrent dans un bureau. Avec une grande table couverte de papier, ce qui laisse penser que quelqu'un a travaillé d'arrache-pied ici. Et avec beaucoup de curiosité. Maurice commence à fouiller parmi les affaires, et tombe sur le patron de quelque chose qu'il reconnaît très bien. C'était sa cape, alors il lui explique que ce bureau doit appartenir à la dame qui a conçu non seulement sa cape, mais aussi tous les trésors que Myria lui a envoyés, ce qui est évident au vu des prototypes et des emballages éparpillés partout. Et cela change tout pour Maury, qui ne peut maintenant qu'imaginer Myria travaillant d'arrache-pied dans ce bureau, et il en est émerveillé. Jusqu'à ce qu'il soit découvert par l'un des employés de la maison, qui est soulagé de le voir sain et sauf, insistant sur le fait qu'il s'est beaucoup inquiété en apprenant qu'il s'était perdu. Ce qui est bien, c'est que, contrairement aux dernières fois, Maurice ne s'enfuit pas, mais devient un peu timide pendant que l'employé lui explique que Myria fait de son mieux pour pouvoir le comprendre, et avec ça en tête, le petit jette lentement un œil dans la pièce où se tenait la réunion, la regardant avec un mélange de curiosité et d'étonnement. Cependant, quand elle se retourne, celui-ci prend simplement peur et s'enfuit en courant comme d'habitude. Bien sûr, cela la rend très triste. Et Ridé observe la situation, déclarant qu'il est temps d'améliorer les choses. Entre eux deux, et bien qu'il n'y ait rien que Myria veuille plus que ça. Elle pense que c'est inutile, alors Ridé décide de créer un plan en plusieurs étapes pour qu'elle puisse devenir l'amie de Maury. La première tactique consiste à l'amadouer avec quelques friandises, de sorte que Myria s'approche timidement de lui avec un plateau de biscuits tout juste sorti du four. Mais cela ne sert à rien, car ses employés l'ont déjà encerclé, lui offrant toutes sortes de choses délicieuses. La deuxième tactique consiste à s'approcher de lui, entouré de ses objets préférés, alors Ridé recouvre Myria de tout ce que le petit apprécie, comme s'il s'agissait d'une sorte d'arbre de Noël. Le problème, c'est que lorsqu'elle apparaît devant Maury, non seulement il prend peur, mais il panique en voyant qu'elle a toutes ses affaires. La troisième tactique consiste à se présenter dans un environnement familier, alors Ridé insiste pour qu'elle monte sur sa moto, pour que le petit se sente comme chez lui. Ce qui ne se passe pas très bien non plus, puisqu'elle ne sait pas conduire. Et finit par s'écraser. La quatrième tactique est la plus complexe, car elle consiste à ce que Ridé fasse semblant d'être le méchant, attaque Maury et que Myria devienne son héroïne en le sauvant. Mais, malheureusement, quand celui-ci se présente devant le petit, il est incapable de résister à ses charmes, alors quand Myria arrive sur les lieux, soi-disant pour le sauver, le pauvre ne fait rien d'autre que de le couvrir de caresses, et après ça, ils essaient différentes stratégies, mais rien ne fonctionne, et la nuit, Maurice dort paisiblement jusqu'à ce qu'il commence à rêver du moment où il a été trouvé par les soldats. Et il finit par se réveiller assez angoissé et avec la respiration accélérée. Et le visage couvert de sueur. Maurice commence à regarder autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un qui puisse l'aider, mais il est dans une chambre complètement seul, et comme si cela ne suffisait pas. Juste à ce moment-là un éclair tombe, ce qui l'effraie et il sort à toute vitesse, courant dans le couloir à la recherche de Raider. Le problème est que ce dernier est complètement plongé dans les réparations de sa moto, donc il ne se rend même pas compte que le petit a besoin de lui. Et au milieu du tonnerre et de la terrible obscurité, Maurice avance à travers le manoir, avec une peur qui ne fait qu'augmenter. Heureusement, à ce moment-là il remarque une lumière allumée et finit par entrer dans le même bureau qu'avant. Sauf que maintenant Myria s'y trouve aussi, qui s'est endormie, assise près de la cheminée. Et peu à peu, Maurice rampe vers la chaleur, remarquant que celle-ci avait passé toute la nuit à lire des livres sur comment améliorer la relation avec les enfants, bien que le petit ne comprenne évidemment pas un seul mot de ce qu'ils disent, d'une manière ou d'une autre. Il se sent assez en confiance pour s'approcher d'elle lentement. Cependant, en la voyant il ressent à nouveau la même peur qu'avant, mais cela ne l'empêche pas de décider de s'asseoir sur ses genoux. Au début, il a l'air assez tendu, cependant, toujours endormi, Myria le serre dans ses bras.
De sorte qu'il se retrouve surpris sur sa poitrine, s'émerveillant de la sensation. Et après cela, il l'observe à nouveau, voyant que c'est la même personne. Qu'il craignait tant, mais la chaleur qu'elle lui transmet ne ment pas et il presse son corps une fois de plus, hypnotisé par le constant battement de son cœur. Et sans préavis, un monde de possibilités s'ouvre devant lui et il commence à se souvenir de tout ce que, sans le savoir, elle représente pour lui, car tout ce qu'il voulait, c'était ce moment précis dans ses bras. Sentant pour la première fois ce que signifie avoir une mère. Et un peu plus tard, Myria ouvre les yeux, se rendant compte qu'elle s'est endormie et panique en voyant Maurice dormir paisiblement sur ses genoux. Bien sûr, elle se demande comment il est arrivé là. Et instinctivement, elle pense que le mieux serait d'appeler Ridé ou elle, pour qu'il s'en occupe, mais c'est alors que celui-ci se blottit plus fort, s'accrochant à elle, alors. Ravalant sa peur de tout gâcher, elle se laisse aller à ce qu'elle veut vraiment. Le serrer dans ses bras et lui transmettre toute l'affection qu'elle a pour lui, et le lendemain matin, Ridé se réveille. Yaya le félicite d'avoir travaillé si dur la nuit dernière, mais insiste aussi sur le fait qu'il peut y aller plus doucement. À partir de maintenant, et peu à peu, il rencontre d'autres membres du personnel, et a la surprise de constater que tout le monde se comporte de manière excessivement gentille. Ce qui le met un peu mal à l'aise, et c'est à ce moment que le courrier arrive. Et comme tout le monde est occupé, il propose d'aller le chercher, découvrant qu'il s'agit d'une affiche de recherche, remplie de visages de criminels, y compris le sien, bien évidemment. Ridé panique et le pire, c'est que Myria apparaît juste derrière lui à ce moment-là. Il détruit donc l'affiche et joue le jeu pendant que il réalise qu'il avait complètement oublié que sa tête est mise à prix. Le pire, c'est qu'au milieu de sa crise, il n'écoute pas ce que Myria était en train de lui dire, alors celle-ci lui demande de se préparer à sortir. Car elle lui avait demandé et il avait accepté de l'accompagner en centre-ville pour lui acheter quelques affaires pour Maurice. En bref, il est dans la merde. C'est ainsi qu'il arrive dans une boutique étincelante où Myria a l'habitude d'aller quand elle a besoin que ses vêtements soient ajustés, car il dispose d'un système spécial capable de donner vie à n'importe quel design qu'ils peuvent imaginer. La seule condition est que les clients doivent venir en personne. Et comme trouver des vêtements adaptés aux humains est généralement très difficile de nos jours, Myria a décidé que c'était la meilleure alternative pour trouver de nouvelles choses pour Maury. À ce moment-là, les employés du magasin s'approchent du petit en insistant sur le fait qu'elles ont beaucoup entendu parler de lui et que mademoiselle Myria leur a même donné quelques astuces sur la façon de le mettre à l'aise, et elles lui ont donc préparé des biscuits, des crayons et tout ce qu'il aime, et curieusement, ça fonctionne. Car le pauvre s'en approche comme un papillon de nuit attiré par une flamme, ce à quoi Ridé dit que ce n'est pas très sûr que n'importe qui puisse le contrôler avec quelques babioles. Myria lui donne raison, courant vers le protagoniste pendant que celui-ci pense qu'il a eu de la chance de pouvoir arriver jusqu'ici à travers un portail direct, s'épargnant les ennuis que n'importe qui puisse le reconnaître dans la rue. Malgré tout, il sait qu'il n'est pas à 100% en sécurité, c'est pourquoi il lui demande de fouiller l'endroit à la recherche de caméras. Cependant, le sortilège est si puissant qu'elle ne peut pas lui donner de réponse exacte, à l'exception de la présence de quelques gardes de sécurité à plusieurs mètres de la porte principale. En bref, il semble être en sécurité pour le moment, alors il ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il devrait faire. Supposant que le mieux sera de se faire aussi discret que possible. Et une fois de retour au manoir, de s'enfuir sans leur laisser le temps de poser des questions. Cependant, toute pensée négative quitte complètement son corps. À l'instant où il voit Maurice dans sa première tenue, un costume d'ours. Si adorable qu'il ne peut s'empêcher de crier comme un fou, et Myria gère la situation tout aussi mal, pleurant à chaudes larmes tellement il est mignon. Et elle devient créative avec des costumes de plus en plus adorables, comme un qui ressemble aux vêtements qu'elle portait. En le voyant, Ridé reconnaît que c'est mignon, mais il a une idée encore meilleure, l'habillant dans son propre style, et même elle y met son grain de sel en choisissant une tenue un peu étrange qu'elle qualifie de parfaite. Après cela, les employés du magasin prennent le relais, proposant des tenues un peu plus esthétiques, qui correspondent parfaitement au style de chacun et tout se déroule normalement. Jusqu'à ce que Ridé réalise quelque chose de très important, car la prime sur sa tête n'est même pas, techniquement, de sa faute, puisqu'il a seulement tiré illégalement pour protéger Maurice, donc s'il en parle honnêtement avec Myria, elle comprendra sûrement. C'est pourquoi il décide sur le champ de s'approcher d'elle pour l'interroger à ce sujet, et il était sur le point de le faire quand il s'est souvenu des paroles terribles que le ravisseur lui avait dites à ce moment-là.
Comment quelqu'un d'aussi dangereux que toi pourrait-il créer un être humain? Et bien que ridé. Il a agi comme si cela ne l'affectait pas, car cette simple pensée le paralyse complètement, le faisant douter, le glaçant à l'idée que Myria pourrait l'éloigner de Maury. À n'importe quel moment, quand elle se rendra compte de quel genre de personne il est en réalité. C'est pourquoi il décide de dissimuler un peu. En lui demandant ce qu'elle voulait dire par ce joli cercle sur les lettres qu'elle envoyait au protagoniste. Ce à quoi elle lui montre simplement une photo de cette colline où il avait l'habitude de passer ses après-midi seul, où l'on peut apercevoir au loin la petite silhouette de Maurice. Certes, le petit est à peine reconnaissable, mais c'est la première chose qu'elle a vue en lui, et elle était simplement en train d'organiser ses papiers un jour, quand elle s'est rendue compte que Slam lui avait envoyé une lettre, qui à première vue semblait ordinaire. Elle prévoyait donc de la lire plus tard, jusqu'à ce qu'elle l'ouvre et se retrouve transportée directement sur cette paisible colline. Il s'est avéré que c'était un message vidéo. Ce qui lui a paru étrange, mais tout est passé au second plan quand elle a vu une petite boule au loin. Bien sûr, celle-ci a immédiatement attiré son attention, mais tout a changé quand elle l'a vu bouger, et a découvert qu'il s'agissait d'un enfant humain si beau et adorable qu'elle en est restée paralysée. À cet instant précis. Et soudain, c'était comme si le temps s'était arrêté. Il était si rond et elle n'avait jamais rien vu de tel, alors la première chose qui lui a traversé l'esprit fut qu'il était un joli cercle. Clairement, c'est de là que vient le surnom. Et Myria lui raconte que Maury a peur des appareils d'enregistrement. C'est pourquoi ils l'ont filmé de si loin, mais l'important c'est que quand elle s'en est rendue compte, elle était déjà en train de remplir les papiers pour devenir sa marraine et a commencé à lui envoyer des cadeaux. Ce qui a ému Ridé, qui a reconnu que son histoire avec Maurice avait commencé d'une très belle manière contrairement à la sienne, mais le problème commence quand, soudainement, l'électricité du magasin tombe en panne. Et il se retrouve complètement dans le noir, alors une des employées allume une lampe de poche avec laquelle elle pointe directement vers Maurice, dont l'expression change, passant de la tranquillité à une terreur absolue. À ce moment-là, Maurice, et sans hésiter une seule seconde, sort en courant du magasin à toute vitesse. Comme si sa vie en dépendait et tout se passe si vite qu'il n'a pas l'occasion de l'arrêter à temps. Le pire, c'est que le petit finit percutant un type absolument gigantesque, il l'écrase par sa simple présence, et bien que cela puisse signifier qu'il soit identifié comme un criminel, Ridé n'hésite pas à se précipiter vers lui pour le protéger. En fait, il passe juste devant l'agent de sécurité, ce qui fait que l'objectif de la caméra se tourne lentement dans sa direction, si bien qu'il a failli être identifié. Sans l'intervention de Myria, qui arrivait derrière lui et a fini par s'interposer entre lui et la caméra. Au moment parfait. Mais ce n'est pas tout, la femme active ses pouvoirs, les enveloppant tous les trois dans une sorte de trou noir et créant un toboggan de fleurs pour calmer Maury et l'amener à eux. Et malgré l'angoisse initiale, le moment est très beau. Car Ridé et elle, et même Aya, courent vers le petit très inquiet, lui demandant s'il va bien et s'il a des blessures. Et tout est si accablant que Maurice commence à pleurer de façon inconsolable, mais il l'enveloppe dans leurs bras comme pour confirmer que tout va bien. Et la nuit venue, le petit dort, en se cramponnant fermement aux cartes de Myria, qui représentent sans aucun doute son refuge, et celle-ci fait remarquer qu'elle ne pense pas que ce soit seulement la lumière qui ait déclenché cette réaction chez Maurice, ce à quoi Ridé est d'accord, car il n'a jamais eu de problème avec la lumière des alarmes ou du feu, et la femme précise qu'elle a décidé d'éclairer la maison à la lueur des bougies. Car elle a entendu dire que Maurice et son ami préféraient cela. Et peu à peu, elle commence à relier les points, découvrant que ce qui semble le déranger, ce sont les sources de lumière circulaire, directes et soudaines dans son visage. Et avec cela en tête, tous les trois commencent à réfléchir à un moyen de l'aider et passent quelques jours à discuter de ce qu'il faut faire. Jusqu'à ce qu'un soir, ils se réunissent tous dans la pièce principale pour assister à une pièce de théâtre. Bien sûr, Maurice ne comprend rien, mais tout commence à prendre sens quand il commence à raconter l'histoire des trois petits cochons, qui sont représentés par des ombres chinoises. Quelque chose que le petit n'avait jamais vu, sous le coup de l'impression, il essaie même de s'approcher, mais les travailleurs lui demandent de rester calme. Et à mesure que l'histoire avance, on découvre que tout était l'idée de Myria, qui a eu l'idée d'utiliser les ombres pour exposer Maury à des lumières qui au début auront des formes principalement carrées, mais qui prendront petit à petit des formes circulaires.
L'objectif est qu'il cesse d'associer ces lumières spécifiques à quelque chose de mauvais. Mais plutôt à quelque chose de positif, créant ainsi une nuit magique à tous points de vue. Le plus beau, c'est que la stratégie fonctionne, car Maurice est complètement captivé par l'histoire. Jusqu'à ce qu'il remarque que les dernières pages de ses scripts sont couvertes de dessins, ce qui l'oblige à improviser. Un peu pour la suite, et Ridé et Myria n'ont d'autre choix que de le suivre. Dans son délire comme ils peuvent, et à la fin, l'histoire atteint des niveaux si absurdes qu'ils se plaignent et sentent qu'ils ne peuvent plus continuer, mais c'est alors que Maurice éclate de rire. Une réaction suffisante pour qu'il décide de continuer toute la nuit. Mais au même moment, on voit un homme mystérieux avancer d'un pas rassuré. Le long d'un large pont et entre deux statues géantes. Où il déclare « Convoquez Myria », et juste après, Maurice se réveille. Tout étourdi et bavant après une longue nuit de sommeil, et bien que la lumière du soleil soit trop vive comme au début de l'histoire, la différence est qu'il n'est plus seul. Au contraire, elle l'accueille avec joie, en lui caressant la tête. Et en le félicitant de s'être réveillé plus tôt que d'habitude, alors le petit garçon passe un moment à s'étirer comme un fou dans le lit, jusqu'à ce qu'il remarque une forme géante à côté de lui. Très curieux, Maurice commence à la renifler. Jusqu'à ce qu'il retire le drap et se rende compte qu'il s'agit de Ridé, qu'il serre dans ses bras. Avec joie, à moitié endormi, ce dernier lui demande 10 minutes de plus. Après quoi, Maurice est prêt à commencer sa journée, il plein d'énergie et commence à parcourir les couloirs, salué par tous les membres du personnel. Jusqu'à ce qu'il arrive auprès de Myria, qui l'attendait déjà les bras ouverts. Et ce jour-là marque un mois depuis son arrivée, officiellement, au manoir. Et elle passe le reste de la matinée à faire toutes sortes de bêtises, comme jouer avec de la farine. Et à embêter les employés, pourtant, il suffit que son estomac gargouille un peu et elle. Il remarque qu'il a faim, ce qui pousse 3 d'entre eux à entrer dans la chambre en panique. L'imaginant tout triste et mal nourri, alors ils ne perdent pas une seule seconde pour se mettre à cuisiner une grande variété de plats. Et le nourrir jusqu'à ce qu'il soit tout rond, et plus tard, Jer remarque qu'il est un peu sale. Se mettant au travail pour le laver, sauf que le pauvre a la délicatesse d'un chasseur de primes et lui frotte le visage comme s'il s'agissait d'un chiffon sale. Une fois propre et tout sec, Maurice lui-même prend l'initiative d'aller chercher Myria, sa mère, qu'il regarde avec des yeux adorables, et ils passent le reste de l'après-midi ensemble, jusqu'à ce que Ridé entre et leur demande ce qu'ils font. À Myria, il raconte qu'il travaille sur l'écriture de Maury, mais elle précise qu'il n'a pas écrit une seule lettre correctement. Et avec des yeux pleins d'amour, la pauvre Myria essaie d'expliquer qu'il n'en était pas loin, et à ce moment-là, Maury s'ennuie. Alors il cherche un livre pour qu'il le lise et Jer se met au travail, découvrant qu'il s'agit du phénomène de la séparation. Quelque chose que Jer n'avait jamais lu, alors Myri essaie de leur expliquer avec des perles et des pommes, mais c'est si complexe que lorsqu'elle se tourne pour regarder Maurice, pour voir s'il a compris, le petit s'est déjà enfui, et après cela, une des employées le trouve en train de faire des gribouillages sur les murs, bien que le nabo soit trop adorable pour son propre bien. Elle décide de lui apprendre les bonnes manières et de lui faire nettoyer son propre désordre. Et à la fin, le mur finit impeccable, mais Maurice est sur le point de pleurer, et Myria et Ridé en profitent pour lui apprendre que ce n'est pas bien. Et que s'il se comporte mal, le croque-mitaine, c'est-à-dire Jer, viendra le gronder. Cependant, ils sont interrompus par l'arrivée du courrier et Ridé sort en courant comme un fou pour le récupérer, s'assurant qu'il n'y a aucune preuve de son avis de recherche, mais Myriam n'est pas stupide et remarque son attitude étrange, alors elle lui demande d'avoir une conversation en privé. Clairement, Ridé panique, bien qu'il n'hésite pas à la suivre jusqu'à son bureau. Il commence à transpirer comme un fou, pensant qu'il a déjà été attrapé, que ses minutes sont comptées et que le mieux sera d'être honnête et de lui dire la vérité directement. Le problème, c'est que, alors qu'il est sur le point de le faire, Myria le devance, lui montrant d'étranges roches noires avec des écritures gravées. S'agissant justement de gemmes qui lui permettent d'ouvrir des portails vers la chambre de l'arbitre. Sur ce, Ridé admet qu'il ne comprend rien, mais elle précise qu'elle a pris contact avec lui, ce qui fait qu'une infinité de possibilités inonde son esprit, y compris le fait qu'elle sait qu'il est un danger, qu'elle l'a dénoncé, et qu'elle est sur le point de l'enfermer en prison. Dans l'esprit de Ridé, sa vie est finie, mais Myria lui dit alors quelque chose qui change tout, lui demandant ce qu'il penserait de rejoindre le clan. La réaction sur le visage de Ridé montre clairement le niveau de scénario catastrophe qu'il s'était imaginé, et Myria le remarque, alors elle lui dit qu'elle comprend, car c'est une demande bien trop soudaine.
Mais elle explique qu'elle a contacté l'arbitre pour lui faire part de son souhait que Maurice rejoigne le clan, comme il n'y a aucun précédent d'humain en son sein. Ils ont été convoqués à une réunion spéciale pour clarifier la situation. Et bien qu'elle n'ait pas encore pu contacter Salam, elle est certaine qu'il prendra bien la nouvelle et, une fois que Maurice sera enregistré dans le clan, les tentatives d'enlèvement au village seront considérées comme une attaque directe contre les FAE, il serait donc bon qu'il se joigne aussi pour régler le problème de la prime sur sa tête. Ce dernier point surprend Ridé, qui lui demande depuis quand. Elle sait qu'il est un criminel recherché, et elle répond que c'est depuis le début. Mais qu'elle n'y a pas accordé d'importance car elle a vu à quel point il est proche de Maurice. Et qu'elle ne voulait pas passer pour une tyranne. De plus, elle précise que la vérité finirait par éclater au grand jour, et que donc, même si ce ne sera certainement pas aussi palpitant que son ancienne vie de voyageur, elle aimerait vraiment qu'il se joigne à eux. Et sur ce, elle lui laisse un peu de temps pour réfléchir et Ridé accepte, puis se retire. Cependant, la première chose qu'il voit est le petit Maurice, paisiblement endormi sur le sol du couloir. Alors il le prend dans ses bras et il l'emporte, avec une expression sur le visage qu'elle est incapable de déchiffrer. Curieuse, son assistante lui demande ce qui se passe, car il a l'air d'avoir reçu une bonne nouvelle. Mais Ridé joue les mystérieux et on passe directement au jour suivant. De la rencontre avec l'arbitre, où l'on habille Maurice de ses plus beaux atours. Et tout le monde se prépare assez nerveusement, en fait. Maurice lui-même semble un peu inquiet, ce que Raider remarque et pour le calmer, il prend la pierre précieuse que le lézard lui a donnée et la divise en deux, précisant qu'il ne pourra pas se rendre à la réunion. Mais que tant qu'il aura cette pierre sur lui, ils seront toujours unis et Raider la lui met autour du cou. En guise de collier, et Myria précise qu'ils peuvent toujours reporter la réunion s'il ne se sent pas prêt, ce à quoi Maurice insiste. Pour continuer, étant sûr que tout ira bien, ils activent le portail, précisant qu'elle présentera d'abord ses respects et qu'il doit attendre quelques secondes. Exactement comme ils l'ont répété. De cette façon, Myria prend les devants, s'agrippant au collier de Raider. Maurice franchit la porte un instant plus tard, se retrouvant face à l'imposant pont que nous avons vu auparavant, et pendant ce temps, Raider et les autres observent la situation depuis un petit écran et Myria arrive jusqu'au bout du pont, se plaçant sur une gravure qui, en sentant sa présence, s'active, propageant une puissante énergie à travers tout le lieu, jusqu'à ce que l'arbitre apparaisse. Comme une créature dont l'apparence dépasse l'imagination humaine, et celui-ci la salue, et Raider reste paralysé, même en le voyant à travers l'écran, tandis que Myria s'incline devant lui et fait signe à Ger, lequel dit à Maurice qu'il n'a qu'à marcher tout droit vers eux, et le petit garçon accepte. Et en faisant un autre pas sur la plateforme, un cercle s'illumine autour de lui, mais il ne se laisse pas intimider par cela, rassemblant tout son courage. Il commence à avancer d'un pas décidé, si bien que les autres se réjouissent de voir que le théâtre d'ombre a fonctionné, et pas après pas, Maurice continue d'avancer, gardant son regard fixé sur Myria, mais à ce moment-là, il sent que quelque chose l'observe et ne peut s'empêcher de se tourner sur le côté, se retrouvant face à une silhouette géante dont le visage n'est rien de plus qu'un cercle lumineux, comme celui de ses cauchemars, qui le fixe intensément, et à ce moment, Maurice ne peut s'empêcher de trébucher et tombe ainsi par terre, ce qui inquiète Ridé et Myria. Et pousse Ger à presque courir vers lui pour l'aider. Le problème, c'est qu'il est déjà trop tard pour éviter le désastre, car le type au cercle sur le visage, le petit s'approche et le prend directement par le bras, lui demandant s'il va bien, un geste sincèrement inquiet, mais que Maurice perçoit comme une menace, et rapidement le petit se tourne vers Myria, pensant qu'il devrait aller la voir, mais son esprit se détourne vers le type avec le cercle sur le visage, qui commence peu à peu à réveiller les horribles souvenirs qu'il a eus avec les soldats. Myria remarque l'expression de détresse sur son visage, sachant ce qui va arriver. Demande au type au cercle de ne pas l'attraper, mais c'est inutile, car Maurice entre en mode survie. Et la première chose qui lui vient à l'esprit est de le mordre au bras. Bien sûr, ce dernier ne comprend rien et lui demande de bien vouloir arrêter. Cependant, cela pousse d'autres types comme lui à s'approcher pour voir ce qui se passe, et incite Maurice à mordre encore plus fort. Désespérée, Myria tente d'intervenir en utilisant un de ses trous noirs, mais rien ne fonctionne. Et une des statues géantes, qui sont en réalité d'autres êtres à part entière, lui explique qu'elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs ici. Finalement, il ne lui reste plus qu'à courir vers le petit pour le calmer, mais l'arbitre la devance, se transformant en une énergie
corporelle qui pénètre dans le corps de Maurice, lui faisant perdre connaissance tandis qu'il le hisse jusqu'à sa hauteur, d'un ton ferme, dit à Myria qu'il espère qu'elle a une très bonne explication pour ce qui vient de se passer. Puis, plusieurs heures plus tard, Ridée insiste sur le fait qu'il est absurde que l'on accuse le petit d'agression, ce à quoi elle répond qu'il considère Maurice comme un être beaucoup trop instable, et qu'ils ont donc décidé que le mieux était de le maintenir sous la juridiction de l'arbitre. Bien sûr, Ridée ne peut accepter cela, alors il lui demande de se calmer, mais Myria ne peut s'empêcher de se demander ce que l'unité de recherche de Salam faisait là, car il s'avère que le protagoniste n'avait pas exagéré en les associant aux soldats de ses souvenirs, car ce sont précisément les soldats qu'il avait capturés, et en se remémorant ce qui s'est passé après que l'arbitre l'ait attrapé. On voit que Myria a été interrogée par ces trois êtres, qui insistaient sur le fait que cela n'a aucun sens. Qu'un enfant sous la juridiction de Salam ait pu s'échapper et aller aussi loin. Ridée. Elle ne comprend rien à ce qu'on lui a expliqué, que les trois jambes de l'arbitre, qui ont insisté sur le fait que Myria était sûrement si désespérée de prendre le contrôle sur l'humain qu'elle a envoyé des gens pour le kidnapper. Bien sûr, elle a essayé d'expliquer qu'elle l'a emmené du territoire de Salam de son plein gré, et que s'il n'a pas été détecté, c'était peut-être à cause de la cape qu'elle lui a fabriquée en tissu laudre. Cependant, cela ne faisait partie d'aucun plan directeur. Mais qu'elle a utilisé ce matériau spécifique parce que elle a lu que les enfants humains sont extrêmement faibles et voulait le protéger. Elle a également insisté sur le fait qu'elle ne savait pas que le système de sécurité de Salam avait ce genre de faille, mais que la seule raison pour laquelle Maurice a pu arriver en ville sain et sauf était qu'il a reçu une aide extérieure. Le problème ici, c'est que lorsqu'on lui a demandé qui était la personne qui l'avait aidé, Myria a su qu'elle ne pouvait pas leur dire qu'il s'agissait de Ridée. Car la situation était devenue trop tendue, plus que de les aider. Cela pourrait mettre sa vie en danger. À cause de cela, elle a dit que celui qui l'a aidé a pris sa récompense et est parti dès qu'il l'a ramené sain et sauf. Mais ceux-ci l'ont interprété comme si elle n'avait aucune preuve, pour empirer les choses, ils ont souligné qu'ils avaient bien un enregistrement de Maurice dans la ville, concernant le moment où il a failli être écrasé par un civil en sortant en courant du magasin, une situation où tous les deux auraient pu être gravement blessés. Finalement, Myria n'a eu d'autre choix que de s'excuser pour ses erreurs. Mais ils ont conclu que la ville n'est pas un endroit pour un humain, c'est pourquoi les deux êtres géants, qui sont en réalité les bras, ont insisté pour l'envoyer dans une installation sécurisée. Évidemment, Myria a insisté sur le fait que ce serait un choc émotionnel trop grand à supporter pour Maurice, alors même s'il est incapable de communiquer comme les autres, ils doivent lui permettre au moins de lui en parler. Car ils doivent lui donner l'opportunité de leur prouver qu'il peut vivre avec elle, et finalement les bras ont affirmé qu'ils prendraient cela en considération, alors Myria s'est retirée, mais juste au moment où elle était sur le point de partir. Elle a été interrompue par l'arbitre qui lui a montré Maurice, et innocemment, elle l'a serré dans ses bras. Le problème, c'est que ce n'était rien de plus qu'une illusion, qui a peu à peu vieilli jusqu'à mourir. Tandis que l'arbitre lui explique que le temps passe différemment pour les humains, lui demandant si elle est sûre de pouvoir supporter une telle fin. Et dans le présent, nous voyons que plusieurs jours ont passé et tout le monde est très inquiet. À cause de la situation, car Myria n'a pas eu la force de manger un repas correct de toute la semaine, et Ridée se demande s'il pourrait parler en sa faveur lors de la prochaine réunion avec l'arbitre, mais Jer insiste sur le fait que cela ne ferait qu'empirer les choses, car sa réputation n'est pas la meilleure, et s'ils ont eu du mal à croire Myria, rien de ce qu'il dira ne pourra faire la différence. En d'autres termes, ils doivent très bien réfléchir à tout ce qu'ils vont faire à partir de maintenant, car son existence à elle est aussi illégale, et au moindre faux pas, il pourrait la lui enlever. Bien sûr, Ridée ne prend pas du tout bien cet avertissement, insistant sur le fait qu'il l'a créé et qu'elle lui appartient, mais c'est elle-même qui le calme, soulignant que c'est une possibilité qu'ils ne peuvent pas écarter. La tension dans la pièce est si forte que Ridée sort marcher un peu, pensant à ses derniers moments avec Maury, avant que tout ne parte en vrille. C'est alors que le courrier arrive, et il va le chercher, tout content de voir que la demande de Myria pour rendre visite à Maury dans l'établissement à accès restreint a enfin été acceptée. Bien sûr, cela change l'humeur de cette dernière, qui laisse de côté les papiers qu'elle était en train de lire. Le jour de la visite venue, tous les membres du personnel lui remettent différents paniers contenant des encas, des jouets et les objets préférés du petit. Et après les avoir remerciés, elle et Ridée échangent des regards déterminés.
et se mettent en route, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'établissement où elle est accueillie par 2 gardes qui la guident à travers les lieux, et en chemin, Myria ne peut s'empêcher de regarder avec inquiétude l'un des derniers dessins que Maury avait fait, où il avait innocemment dessiné juste par-dessus cette photo. Lui sur la colline, ridé, elle, et elle le protégeant. Bien sûr, quand il a découvert ce qu'il avait fait, Ridé n'a pas hésité à le gronder, mais la photo elle-même lui rappelle qu'elle doit rester forte pour eux tous. Les ennuis commencent quand elle entre dans la pièce où Maurice est enfermé, découvrant que le petit est endormi sur le sol, avec une multitude de tubes connectés à son corps. La scène est déchirante. Et un des employés lui explique qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de le nourrir de manière externe, étant donné que celui-ci s'était refusé de manger depuis le premier jour de son arrivée sur les lieux. Non seulement ça, mais ils lui ont même confisqué sa cape avant même qu'il n'entre, parce qu'elle n'a pas passé les protocoles d'autorisation. Et l'individu n'hésite pas à souligner que c'est une petite chose violente. C'est pourquoi ils avaient décidé de le maintenir sous sédatif et d'interdire tout contact physique pour la sécurité du personnel. Et le dessus, il signale qu'une fois que Maurice se réveillera, ils pourront avoir une conversation pendant un certain temps. Mais la situation est trop dure pour Myria, qui reste sans voix en voyant l'enfer dans lequel son petit avait vécu tous ces jours. Comme elle peut, elle essaie d'expliquer qu'elle a apporté ses repas et jouets préférés pour qu'on les lui donne. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, elle commence à se souvenir de l'illusion qui lui a été montrée par l'arbitre. Cette horrible image de Maurice, vieillissant et mourant dans ses bras. Au final, la situation est trop lourde pour elle, qui lui demande simplement de s'excuser et s'en va. Maurice commence à se réveiller et, percevant son odeur, il se retourne en demandant après elle. Malheureusement, à ce moment-là, elle n'est déjà plus là. Mais cela n'empêche pas Maurice de commencer à ramper vers la vitre qui le séparait, l'appelant par son nom. Encore et encore. Comme s'il faisait un effort pour l'atteindre. Ce qui lui est impossible. Il commence donc à pleurer de manière inconsolable et, à ce moment-là, ses niveaux de stress montent en flèche. Et les responsables n'hésitent pas à le calmer, en lui administrant un puissant sédatif qui éteint progressivement son regard, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune lueur dans ses yeux et que le petit tombe. Et à la tombée de la nuit, au manoir, tout le monde était très inquiet pour l'état de Myria, qui s'était enfermée dans son bureau depuis la visite à Maurice, et que les employés n'avaient jamais vu dans un tel état, et étaient désespérés. Ils murmuraient qu'un seul faux pas et tout pourrait se terminer en désastre, mais Ridé en avait assez d'être positif, contre l'avis des autres. Il décide d'entrer dans le bureau en affirmant qu'il devait parler. À sa grande surprise, Myria ne se retourne même pas pour le regarder et insiste sur le fait qu'elle aimerait être seule, mais c'est alors qu'il remarque une lettre sur le bureau. Et son sang se glace en la lisant, en voyant qu'il s'agit d'un document d'abandon. Et peu à peu, tout commence à prendre sens. Et il lui demande si c'est pour Maurice, soulignant que ça doit être une mauvaise blague. Car il vient à peine d'aller le voir, ce à quoi Myria ne répond rien et il insiste encore plus, lui demandant si le petit n'est qu'un jouet avec lequel s'amuser temporairement, bien sûr, c'en est trop. Et Myria active ses pouvoirs, fragmentant tout l'espace autour d'elle, tout en le regardant avec des dizaines d'yeux froids et l'avertit de ne pas continuer à la provoquer. Et malgré ses actions, elle insiste sur le fait qu'elle essaie seulement de décider ce qui est le mieux pour Maurice, mais Ridé prend son courage à deux mains et lui demande si elle croit vraiment qu'abandonner est la meilleure solution. Ce à quoi elle finit par craquer. Et lui raconte ce qu'elle a vu lors de sa visite, comment elle a trouvé Maurice étendu sur le sol, endormi à force de pleurer, mourant de faim et en larmes. Elle a expliqué à quel point c'était horrible de le voir dans cette situation. Et peu à peu, les sentiments deviennent trop forts, transformant toute la pièce en un vide infini rempli des choses préférées du petit. Et Myria explique que tout cela est arrivé à cause de sa cupidité, car même si elle savait que l'espérance de vie des humains était courte, elle n'a pas pu s'empêcher de vouloir de plus en plus de Maurice. Et elle a profité de l'irresponsabilité de Salam pour le garder près d'elle, au lieu de simplement le ramener à l'orphelinat.
Et elle a même eu l'audace de vouloir faire de lui un membre de sa famille, et au final, elle n'a pas pu s'empêcher d'être égoïste, parce qu'elle l'aime tellement que ça lui fait mal et elle était sûre de pouvoir rendre Maurice heureux, mais au lieu de cela, elle a fini par provoquer toute cette souffrance et il n'y a rien d'autre dans la vie que veuille être à ses côtés. Cependant, si cette situation continue de s'éterniser, Maurice pourrait s'affaiblir, tomber malade ou même mourir, tout ça à cause de son égoïsme. Et Myria se dit à elle-même que le laisser partir est la meilleure option, jusqu'à ce que Ridé la secoue avec force, lui demandant d'arrêter ses folies, car rien de ce qu'elle dit n'a de sens. À ce moment-là, elle lève les yeux, surprise, mais il insiste sur le fait que Maury est, et a toujours été, trop petit et délicat pour son propre bien, au point que lorsqu'il est revenu du désert pour la première fois, il s'est seulement demandé comment diable il avait pu arriver jusque-là en vie. On pourrait croire que cela soutient la logique de Myria, mais Ridé précise que c'est tout le contraire. Car même si Maurice est petit et faible, il a décidé de se lancer dans cette aventure et de risquer sa vie, tout ça parce qu'il voulait être avec elle. De plus, peu importe à quel point les choses étaient difficiles, la détermination et l'espoir dans son regard, chaque fois qu'elle lisait ses lettres, montraient clairement qu'à aucun moment il ne regrettait cette décision. C'est pourquoi si elle abandonne, elle ignorerait tous les efforts qu'il a fournis pour arriver jusqu'ici. Et au milieu du silence, Myria avoue avoir reçu une lettre ce matin, lui offrant la possibilité de trouver une bonne famille humaine pour Maurice, insistant sur le fait qu'un enfant humain a besoin d'une mère humaine, ce à quoi Ridé l'interrompt, lui disant que rien de tout cela n'a d'importance. Parce qu'ils peuvent le faire, ils peuvent devenir sa mère. Et à cet instant, c'est comme si un déclic s'était produit dans l'esprit de Myria, bien qu'elle reste confuse. La scène suivante nous la montre, elle est raider, en train de mener une réunion avec le reste du personnel, où ils expliquent que l'objectif du plan sera de prouver à l'arbitre qu'ils peuvent être meilleurs que n'importe quelle maman qu'on pourrait trouver pour Maurice. Bien sûr, la question est de savoir comment ou en quoi ils devraient exceller, alors Aya explique que les humains sont divisés en sexes et qu'en se reproduisant, ils ont une descendance, de sorte que le modèle le plus courant et idéal est que deux adultes s'unissent par le biais d'un contrat appelé mariage et élèvent les enfants ensemble. En d'autres termes, il a besoin d'un duo qu'on appellera un couple ou des parents, donc, après y avoir réfléchi quelques secondes. Ridé se tourne sérieusement vers Myria et déclare: Maintenant nous sommes un couple. Curieusement, elle rougit, remarquant que ce mot a une consonance très mignonne. Et bien que Ger soit jaloux, le plus drôle arrive quand elle demande qui sera le papa et qui la maman, ce à quoi les deux répondent qu'ils veulent être les mères, et même s'ils n'ont pas beaucoup d'informations à ce sujet, elle affirme que cela ne devrait pas poser de problème. D'un autre côté, elle se demande s'il devrait souligner qu'ils sont forts et riches, car c'est quelque chose que les humains apprécient généralement, mais Ridé la rembarre, insistant sur le fait que lui n'a pas non plus beaucoup d'argent, pour ainsi dire. Cependant, un des travailleurs insiste sur le fait qu'ils devraient peut-être prouver que ce sont eux qui se soucient le plus de Maurice. Et bien que cela semble difficile à prouver, ils s'en tiennent au fait. Comme le fait que l'un l'a pris dans ses bras plus de 600 fois et que l'autre s'est laissé piétiner par le petit au moins 400 fois. Une des filles devient alors triste, car elle ne l'a que grondé et elle se met à pleurer, affirmant qu'ils auraient dû le laisser dessiner sur les murs autant qu'il le voulait. C'est alors que l'un d'eux signale fièrement qu'il lui a cuisiné de délicieux plats et que Maurice n'en laissait jamais une miette. Mais il avoue à Emilia que cela fait des jours que le petit ne mange pas. Alors celui-ci se met aussi à pleurer pendant que les autres tentent de recueillir des données sur les humains, et conclut qu'ils n'ont pas assez d'informations pour construire un argument crédible, et au final, le moral de tout le monde baisse, mais Myr insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas abandonner et qu'ils vont voir Salam, laissant entendre que même s'il ne répond pas aux appels, elle s'y présentera sans invitation. Cela alerte Ger, qui insiste sur le fait que c'est trop dangereux, mais elle rétorque que Salam est celui qui a le plus de connaissances sur les humains et que Maurice a été trouvé dans son domaine. Donc si quelqu'un sait quelque chose sur le passé du petit, ce doit être Salam. Le seul problème, c'est que ce dernier se trouve dans son terrain de jeu. L'espace qu'il a établi avant la zone qu'il a créée pour les humains. Où il s'est consacré à rassembler les choses qu'il aime, bien sûr. Ridé imagine son propre fantasme avec Maurice, avec Aya et une plage, mais Ger lui explique que ce n'est pas si simple, car si tu y restes trop longtemps, c'est un espace créé par le pouvoir de quelqu'un d'autre.
sans la permission du propriétaire, et il pourrait devenir fou et ne m'aime pas. Savoir où se trouve Salam, et pourtant Myria insiste sur le fait qu'ils doivent y aller, ce à quoi Ridé affirme qu'ils doivent juste le faire rapidement et qu'il l'accompagnera, car après tout, ce sont les mères. De plus Jer insiste pour se joindre à eux, ce à quoi Myria propose de partager une partie de son pouvoir avec lui pour gagner un peu de temps, faisant de plus confiance à Ridé et à elle-même pour mener la marche, et c'est ainsi qu'ils commencent les préparatifs, et Myria ordonne d'apporter un fragment d'étoile qui les mènera où ils veulent aller. Elle le brise donc entre ses mains, expliquant que, comme ils n'ont pas d'invitation, ce ne sera pas non plus très précis, c'est-à-dire qu'ils doivent rester proches. À ce moment précis, elle active le portail, lequel les jette directement sur une plage aux eaux froides, d'où ils sortent complètement trempés, mais prêts à commencer cette nouvelle quête. Et c'est ainsi que pas à pas ils commencent à avancer le long du rivage, traversant une vaste prairie et plusieurs plaines, et même un grand précipice depuis lequel on peut apercevoir un banc de Raymanta volant dans les cieux. Et le chemin inclut également des marais et des forêts hors de ce monde, qu'ils parcourent en quête d'indices, à tel point que parfois ils finissent par arriver à un endroit seulement pour se rendre compte qu'ils avaient pris la mauvaise route, et à un certain moment Ridé se retrouve face à face avec une créature qui le laisse paralysé et tremblant, au point qu'il doit se réfugier derrière Myria pour qu'elle le protège. Et c'est ainsi qu'il passe toute la journée à explorer la zone sans grand succès. Si bien que le soir venu, il retrouve Jer, qui avait été de son propre côté, et qui leur explique directement que lui non plus n'a rien trouvé, sans autre option, ils doivent se résigner, allumer un feu de camp et camper pour reprendre des forces, ce à quoi Myria avoue que la dernière fois qu'elle a autant bougé, c'était il y a un siècle, mais son regard montre clairement qu'elle est déterminée à cela et plus encore. Cela dit, au moins les paysages sont magnifiques et tous les trois sont fascinés par le ciel, affirmant que Maurice aurait adoré l'une de ces vues. La pensée du nain les amène également à penser à quelque chose que seul Ayla ose dire à voix haute, car ils sont sûrs que le petit aurait essayé de manger chaque pierre ou branche sur le chemin. Et ils auraient passé toute la journée à l'empêcher d'attenter à sa propre vie chaque minute. De plus, ils auraient dû porter au moins 67% de bagages en plus, ce qui est ironique. Car quel sens cela a-t-il qu'une si petite chose nécessite autant d'affaires, et alors que la conversation dérive vers Maurice, Jer avoue qu'au début il ne le comprenait pas. Car il a toujours vu les humains comme des créatures inhabituelles, cependant, plus il passait de temps à l'aider, plus il a commencé à comprendre cette étincelle qu'a Maurice. À travers sa perspective, à cette époque, quand il a accepté de les aider, il s'est dit qu'il n'avait pas besoin de comprendre leur motivation pour faire son travail, mais au fur et à mesure que le temps passait avec Maurice, qui pouvait être adorable même après s'être fait gronder pour avoir mangé de la terre, non seulement en réalisant que les bébés humains sont insalubres, mouillés, tout chauds et incapables de communiquer comme des gens normaux, mais il s'est aussi surpris à le caresser avec tendresse, ressentant une envie intense de le protéger et de ne plus jamais revoir le visage angoissé qu'il a fait la première fois qu'ils se sont rencontrés. Après cette confession, ni Myriam, ni Ayla, ni Ridé ne disent rien, mais leurs expressions montrent qu'ils comprennent parfaitement. Et le jour suivant, l'aventure continue le long d'une corniche de laquelle Ridé ne parvient à se sauver que grâce à Myria, et ils arrivent à une grotte remplie de squelettes, lesquels ne sont pas simplement jetés là, mais restent inclinés comme s'ils priaient une sorte de Dieu sauveur. Curieusement, ce n'est pas leur destination, mais ils continuent d'avancer jusqu'à arriver dans une sorte de temple géant, ou au milieu de l'immensité. Ils commencent à entendre des bruits, derrière une colonne, tombent sur 2 oursons. Des bébés. Attendris, Ridé demande si c'est Salam, et Myria précise que non, mais au moment où celui-ci il tente de s'approcher de l'animal, une étrange énergie jaune surgit de nulle part, immobilisant son bras en quelques secondes. Cependant, ce qui attire le plus leur attention, c'est une présence de l'autre côté de la pièce, où il n'y avait rien au départ, mais où apparaît ensuite un des gardes du corps de Salam, avec la particularité que le cercle sur son visage est d'un rouge sang intense. Sans perdre de temps, il se jette sur lui, cependant, il est arrêté par la même énergie jaunâtre que précédemment qui emprisonne son pied juste assez longtemps pour que le garde puisse l'esquiver complètement, et il commence à avancer vers Myria en quelques secondes. Ce qui est impressionnant, c'est que celle-ci n'a pas l'air inquiète et ne bouge même pas de sa place, car elle invoque automatiquement un de ses trous noirs, enfermant le garde à l'intérieur et le confinant dans une petite sphère qui tient dans la paume de sa main. Cependant, un tel déploiement de force fait que le garde la reconnaisse depuis la sphère. Il pose une question à Myria,
qui répond en l'appelant par son nom, Nafal, et voyant qu'ils ne sont pas une menace l'un pour l'autre. Le type est libéré et il commence à prendre des nouvelles. Comme de vieux amis, insistant sur le fait que Salam aurait été très heureux de la voir, avec un ton qui leur fait comprendre que leur chef n'est pas présent, comme on pouvait s'y attendre. Cela démoralise les garçons et Ridé demande directement si Salam n'est pas là en ce moment. Ce qui déroute davantage Nafal, alors ils le mettent au courant et ce dernier s'excuse pour toute la situation avec Maurice, précisant qu'il n'avait aucune idée, ni concernant sa vie, ni sur sa garde actuelle. Dans l'installation à accès restreint. Et quant au dernier incident, il comprend aussi la réaction du petit, car même s'il l'avait trouvé et placé à l'orphelinat dans le cadre d'une mission de sauvetage, il était logique qu'il ait des traumatismes et qu'il le voit comme une menace. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est quand Myria rassemble les pièces du puzzle concernant l'absence de Salam, lui demandant directement si ce dernier s'est séparé. Cela expliquerait pourquoi leur nom était présent lors de la dernière audience. Mais aussi parce que Maurice a réussi à s'enfuir sans être détecté, et bien qu'une protection soit offerte, la cape en tissu lourdre ne devrait pas être suffisante pour déjouer les puissants systèmes de sécurité. Donc la seule option qui lui vient à l'esprit est que Salam est en plein processus de séparation, à l'abri sous la protection de l'arbitre. Impressionné par sa déduction, Nafa lui confirme qu'il a raison et que ses hommes les plus proches sont allés avec lui pour lui présenter leur respect, tandis que lui est resté en charge du terrain de jeu. De plus, il explique que son chef est un peu instable, donc, bien qu'il aurait dû voir venir la séparation et même s'il l'avait lui-même prévenu que cela pourrait arriver à tout moment, Salam n'y a pas prêté attention. Et tout le processus l'a pris par surprise. En d'autres termes, son domaine est dans un chaos complet depuis les 6 derniers mois, ce qui signifie en bref qu'ils ne peuvent pas le rencontrer en ce moment. Bien sûr, le moral baisse et un silence s'installe, que Nafa brise pour leur offrir une visite des lieux, afin qu'au moins il n'ait pas l'impression d'avoir fait tout ce chemin en vain, et bien que Myria essaie de refuser. Il insiste en leur racontant une foule d'anecdotes sur l'endroit et en profite même pour leur montrer la collection de miniatures que Salam a créées à partir de ses créatures préférées. Le plus intéressant arrive quand il leur dit qu'ils ont toute une aile remplie d'archives sur les êtres humains, ce qui pousse Ridé à l'interrompre sur le champ, insistant sur le fait qu'il aurait dû commencer par là et qu'ils veulent lire tout ce qu'ils ont. Sur ce, Nafa les emmène vers l'endroit, insistant sur le fait que Salam serait très heureux de voir cet enthousiasme, car il adore partager des informations intéressantes et, en général, aucun d'entre eux n'est intéressé à l'écouter, pas même l'arbitre. Nafa souligne que ce n'est pas qu'il ait des préférences, mais Salam a toujours eu pitié des humains, étant donné que par conception, ils ont un destin rigide et impitoyable de destruction, où chaque péché commis par le corps est lié à l'âme. Il s'est donc chargé de veiller sur les enfants humains pour qu'ils ne suivent pas le même chemin. C'est difficile, mais ils sont déterminés à conserver cette même vision. De sorte que lorsqu'ils arrivent à une porte et l'ouvrent, on les prévient que ce qu'ils verront à l'intérieur ne sera pas facile à digérer. Malgré tout, Ridé et Mira se regardent et sans hésiter une seule seconde, ils entrent, se retrouvant face à une obscurité totale et au centre, un grand cercle de pur cosmos. Bien sûr, Ridé ne comprend pas ce qu'ils sont censés voir, ce à quoi Mira précise que ce sont toutes les données. Toutes les informations sur les choses pour lesquelles Salam a un jour montré de l'intérêt. Le problème, c'est que comme les humains sont aussi des animaux, l'information commence probablement au niveau cellulaire, et Nafala précise qu'en plus, ils ne l'ont pas organisé depuis plusieurs milliers d'années, donc l'objectif sera de trouver uniquement les archives humaines. Plus précisément, tout ce qui est lié aux mères, et cela semble être une tâche impossible. Jusqu'à ce qu'Aella remarque un objet au loin. Et pendant que les autres se plaignent de ne pas pouvoir y arriver à temps. Pour le procès d'après-demain, elle se contente de regarder Ridé d'un air mélancolique et commence à élaborer un plan. Cependant, pour le comprendre, nous retournons au moment de sa création, lorsque la petite Aella a ouvert les yeux pour la première fois, se retrouvant face à un Ridé souriant qui lui a souhaité la bienvenue, et lui a donné son propre nom. Et dans le présent, Aella demande quelle quantité d'énergie est disponible sur place, précisant qu'elle veut l'utiliser comme amplificateur. Et Nafa lui donne l'autorisation, mais l'avertit qu'elle n'a aucun appareil pour l'utiliser. Et peu à peu, Ridé se rend compte de ce qu'elle a l'intention de faire, et elle lui demande de la laisser essayer de trier les données, ce qu'il refuse sur le champ, lui rappelant qu'elle n'est pas dans son meilleur état, et bien qu'elle a elle-même
reconnaissent que les chances de supporter le processus pendant plus de 10 minutes dans son état actuel ne sont que de 12%, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité de 88% de subir des dommages, mais elle veut le faire précisément pour cette raison. Ridé lui demande de s'écouter, insistant sur le fait que c'est de la folie. Mais Ayla l'arrête net, lui demandant d'un ton sérieux pourquoi il l'avait créée, et bien qu'il ne comprenne pas où elle veut en venir. Elle explique que s'il l'avait créée par pure commodité, alors non. Il ne lui aurait pas donné de nom, et encore moins la fonction de sourire ou la capacité de ressentir. Cela dit. Elle demande à nouveau, « Pourquoi voulais-tu me créer ?» Ce à quoi il reste silencieux, ne pensant qu'à ces après-midi de solitude infinie qu'il a dû endurer avant de l'avoir dans sa vie. Et voyant qu'il ne va pas répondre, elle avoue qu'elle a confiance en ses capacités de réparation. Donc même si elle ne pourrait pas classer toutes les données, elle pourrait certainement leur être utile. Et en activant l'amplificateur, elle leur dit, « Je vous laisse le reste. » Bien sûr, le début du processus déclenche une infinité d'alarmes, l'avertissant essentiellement qu'elle ne le supportera pas, mais elle continue avec assurance, leur demandant de s'assurer de ramener Maurice, et c'est ainsi que l'extraction commence. Et malgré tous les risques, elle reste ferme alors qu'elle commence à lire les informations. En même temps que Myria fait sa part pour accélérer le processus. Pendant ce temps, Ridé observe la situation, complètement paralysée, essayant de garder son calme face aux milliers de données qui commencent à apparaître devant eux et à un certain point du processus. À ce moment-là, une autre notification d'alarme les avertit qu'elle ne pourra pas le surmonter, et Ridé fait un pas en avant, lui criant que c'en est assez. Mais elle répond de ne pas oser l'interrompre, car elle peut le faire. Et peu à peu, le système commence à surchauffer, cependant, elle ne peut que penser à tous les moments merveilleux qu'elle a vécus avec le petit. À toutes ces émotions qu'elle est, supposément, incapable de ressentir. En tant qu'IA, mais qui marque quelque chose en elle, se concentrant pour tenir le plus longtemps possible. Affirmant qu'elle le fait parce qu'elle est aussi la maman de Maurice. Mais ces mots sont interrompus par un court-circuit dans le système qui la paralyse. Et qui montre que c'en est assez. Bien sûr, Ridé essaie d'intervenir et, bien que ce soit trop dangereux, il met sa main à l'intérieur de l'amplificateur, essayant de contrôler la quantité gigantesque d'énergie. Et il est soutenu par Myria, qui utilise son autre main pour l'absorber à travers un trou noir et les empêcher de les calciner vifs, et grâce à cela, Ridé parvient à la libérer, mais son état est si grave qu'elle utilise ses dernières forces pour dire quelques mots indéchiffrables avant de fermer les yeux pour toujours. Et au milieu du choc, Ridé essaie d'être fort et n'hésite pas à agir, car une fois que Myria confirme qu'elle a toutes les données, ses seules paroles sont « rentrons ». Et c'est ainsi que la scène suivante nous montre qu'ils sont de retour au manoir, où Ridé a passé toute la nuit à travailler sur les réparations de Aya. Il reçoit même l'aide du reste du personnel, mais le plus intéressant arrive quand les données de Aya lui montrent un hologramme de la moto et qu'il devient assez nerveux. Comme s'il s'agissait d'un signe de ce qui va se passer à partir de maintenant. En fait, son dévouement est tel qu'il passe le reste de la journée à travailler sans s'arrêter. Et ce n'est que la nuit suivante qu'il décide de sortir de son bureau, tombant sur Myria, qui avait également passé toute la journée à lire les innombrables données qu'ils ont réussi à collecter. En le voyant, celle-ci lui demande comment ça se passe avec elle, ce à quoi il la remercie pour les pièces qu'elle lui a données, précisant qu'il a pu la reconstruire, mais ce qui l'inquiète, c'est l'état de la mémoire, car il est possible qu'elle ne se souvienne de rien quand ils parviendront enfin à l'allumer. Et là, une expression de culpabilité envahit le visage de Myria. Cependant, quand Ridé lui demande de ne pas s'inquiéter, car il a confiance en Maurice. Et là, nous voyons que les autres travailleurs sont endormis, tous épuisés par tant de recherches. Bien sûr, Ridé en profite pour lui demander ce qu'ils avaient découvert. Et ce qu'est une mère, voyant que, tout comme il le soupçonnait, c'est plus que le rôle parental d'une personne, mais plutôt quelque chose comme un symbole, ce à quoi Myria explique que c'est compliqué. Car plus elle lit sur les mères, plus elle a l'impression qu'il pourrait réunir toutes les personnes du manoir. Et que même ainsi, il ne serait pas capable de remplir tout ce qui est attendu d'une seule. Et à la fin, les gens du passé avaient même l'habitude de décrire les mères comme ces étoiles, un rôle qu'elle est de moins en moins sûre de pouvoir remplir. Cela dit, ils ont essayé de chercher des informations sur la femme qui a donné naissance à Maurice. Mais ils n'ont absolument rien trouvé, et Ridé leur dit qu'elle a peut-être disparu ou peut-être qu'elle a décidé qu'elle ne pouvait pas être là pour lui, car s'il y a une chose de sûre,
c'est que très peu de personnes dans ce monde sont prêtes à remplir ce rôle si important, et c'est alors qu'il voit la photo d'un enfant et de son petit chien. Parmi les données, Emilia avoue que cette peluche est celle qu'elle a faite pour Maurice, qui était censée ressembler à une sorte de monstre mais qui a en réalité été faite avec l'idée que ce soit un petit chien, et bien sûr, de petits chiens. Il n'a rien, alors elle explique qu'elle a lu à l'époque que les petits chiens étaient le cadeau que les enfants humains désiraient le plus. Mais comme ceux-ci se sont éteints en même temps que les humains, ils n'avaient aucune idée de leur apparence et elle a dû improviser. Et en voyant toutes ces données, Myria se lamente de n'avoir pu lui donner qu'un faux petit chien, exactement ce qu'on attendrait d'une fausse mère. Cependant, Ridée l'arrête net, en insistant, faux. Non, Maurice a aimé, et inconsciemment Myria pense à quel point le petit a l'air heureux. Chaque fois qu'il tient la peluche, et elle décide d'être honnête, avouant qu'elle avait l'habitude d'être jalouse de lui, ce qui surprend Ridée. Elle explique que lui et Maurice ont vécu une multitude de moments ensemble, créant une relation si proche, dont elle ne pouvait que rêver, et c'est pourquoi quand elle l'a rencontré, elle voulait l'envoyer le plus loin possible, et c'est précisément pour ça qu'elle n'a pas hésité à lui donner une juteuse récompense, et au fond d'elle, elle savait que Maurice n'aimerait pas ça, alors elle a décidé de le laisser décider de partir volontairement. Mais c'est là qu'il a lui-même insisté pour rester, prouvant un engagement inégalable. Cela dit, Myria lui demande si elle n'est pas pathétique, ce à quoi Ridée ne peut que penser à cette fois où elle lui a raconté comment elle a rencontré Maurice. Ce début si magique qu'ils ont eu ensemble, contrairement au sien, éclatant de rire. Avant d'avouer qu'au final, il se ressemble plus qu'il n'y paraît, et Ridée lui dit que lui aussi était jaloux d'elle, en lui racontant la vérité sur la façon dont il a rencontré Maurice et c'est ainsi qu'il passe le temps. Il parle encore quelques heures jusqu'à ce que Myria retourne au travail, et Ridée regarde avec un mélange de détermination et de tristesse, et c'est là qu'il se souvient des derniers moments passés avec elle, où elle lui a dit que même avec toutes les informations qu'ils ont recueillies, leur chance de gagner le procès n'était que de 36%. Car elle lui a demandé s'il savait comment sortir la moto sans son aide, laissant entendre qu'il aurait besoin d'elle pour pouvoir garantir la victoire, et avec ça en tête, Ridée se met en route. Et nous passons directement à l'installation à accès restreint où les quelques affaires de Maurice sont désinfectées par une chambre spéciale, pendant que le petit se blottit tristement dans un coin. Le moment intéressant arrive quand nous voyons que le collier que Ridée lui a offert commence à bouger, car nous nous souvenons que la gemme a la capacité de se reconstituer naturellement. Elle est donc peu à peu attirée par l'une des fenêtres. Et cela attire clairement l'attention de Maurice, qui commence à le suivre, se retrouvant face à face avec Ridée, dont la simple présence suffit à provoquer que les yeux du petit brillent de joie, il laisse échapper une petite larme étant alors ses bras pour le toucher, et Maurice le serre dans ses bras avec une telle joie que pratiquement nous pouvons entendre son cœur se briser en 1000 morceaux, mais ce dernier s'assure de garder son sang-froid, voyant les larmes couler sur le visage du petit. Il lui demande de ne pas pleurer, car il est venu le sauver, et le plus beau, c'est que Ridée l'assure qu'il ne sera pas seulement sa mère, mais aussi son père, grand-père, grand-mère, sœur, frère, tante ou oncle, car pour lui, il est prêt à faire tout ce dont il aura besoin. Et en se remémorant leurs jours d'aventure ensemble, il insiste sur le fait que lorsqu'il se réveillera, ils s'échapperont et pourront partir en voyage juste tous les trois. Cependant, quand il pense au bon vieux temps, Ridée ne peut s'empêcher de ressentir cette solitude écrasante qu'il éprouvait avant de les avoir et reste paralysé, réalisant que ce n'est pas la vie qu'il veut pour Maury. C'est pourquoi il lui dit qu'ils doivent faire les choses un peu différemment. Il ne peut pas le faire vivre comme lui, alors il est tout à fait honnête, lui expliquant qu'il y a des gens qui veulent l'emmener, et même si eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on leur permette de rester ensemble. La situation n'est pas très prometteuse, actuellement la seule chose qui puisse changer la donne est que il leur fasse savoir lui-même ce qu'il pense, du moins c'est ce qu'Aya leur a recommandé de faire. C'est pourquoi il a besoin de sa force et lui demande s'il a un moyen de transmettre ses sentiments, pour que l'arbitre sache ce qu'il veut. Heureusement, Maurice comprend parfaitement, en regardant dans ses affaires, il sait quelle est la réponse. Il se met donc à fredonner comme un fou, lui demandant la seule chose dont il a besoin pour faire sa part. Et c'est ainsi que Ridée lui donne son carnet, et crayon de cire en main. Maurice commence à dessiner et se souvient de ses premiers jours de survie. Entouré de créatures sauvages, se remémorant les dîners, les après-midi passés avec ses amis. À l'orphelinat, se souvenant des regards bienveillants de tout le monde dans la maison de Myria. Se souvenant d'elle, qui même en étant une enfant,
l'a fait se sentir compris. Se souvenant des étreintes de Myria, bien sûr, il se souvient des matins. Se réveillant aux côtés de Ridée, trait après trait, crayon après crayon. Maurice met tous ses efforts pour raconter son histoire à travers les dessins. Et son esprit le ramène directement à ce jour dans le bureau de Myria, où celle-ci lui montrait des cartes qui d'un côté avaient des objets, et de l'autre la façon de les écrire, et à cette époque, il avait échoué à écrire. Même les choses les plus simples, mais ni Myria ni Aya ne se sont montrées frustrées, bien au contraire. Elle continuait de le motiver à donner le meilleur de lui-même. Le problème est qu'il y a un mot en particulier qu'il n'arrive tout simplement pas à se rappeler, alors il essaie de se souvenir en visualisant cette carte avec une personne plus grande serrant un bébé dans ses bras, qui, en la retournant, disait « Maman », et de cette façon, même si cela lui coûte énormément, il met tous ses efforts pour transmettre ses sentiments, continuant ainsi pendant un bon moment. Jusqu'à ce que l'une des caméras de surveillance capte la corde à laquelle Ridée est suspendue. Et depuis le centre de sécurité, un des employés suppose qu'il s'agit de quelqu'un qui nettoie les vitres, ce à quoi son collègue répond qu'ils ne reçoivent aucun rapport à ce sujet et que seul un fou nettoierait un ascenseur de sécurité. Bien sûr, ils finissent par découvrir Ridée. Et presque au même moment où Maurice lui passe sa déclaration à travers les barreaux et active le protocole de sécurité anti-intrusion. De son côté, le matin venu, Myri se prépare à assister au jugement. Avant de traverser le portail, elle demande des nouvelles de Ridée, ce à quoi tout le monde répond ne pas l'avoir vue. En toute autre occasion, cela l'aurait découragée, mais en se souvenant de la conversation de la veille, elle est sûre qu'il arrivera à temps, alors elle prend de l'avance. Se présentant devant l'arbitre, automatiquement, celui-ci la salue. Et, accompagné de ses bras et de ses 3 jambes, il commence le jugement, où la première chose qu'ils font est de lui demander si elle va persister dans son caprice. Et elle insiste sur le fait que, tant que Maurice n'exprimera pas sa propre volonté de l'abandonner, elle n'abandonnera pas, et face à cela, les jambes soulignent que l'intelligence de l'enfant est si faible qu'il n'a même pas pu apprendre correctement le langage de son espèce, mais Myri insiste sur le fait qu'elle a contacté l'orphelinat où se trouvait Maurice et qu'ils avaient accepté de l'aider à l'éduquer sur la société humaine. Et au lieu de les impressionner, ceux-ci lui rappellent que l'orphelinat fait partie de la juridiction de Salam et que ce dernier est indisponible. Il ne peut donc pas autoriser ce genre de procédure, mais Myri affirme qu'elle le sait déjà. Et qu'actuellement ses fonctions ont été reprises par l'arbitre, à qui elle demande directement son aide, insistant sur le fait que s'il le lui permet, elle peut tout lui apprendre sur la société humaine depuis sa propre maison, dans un environnement familier. En réponse, les jambes lui rappellent qu'elle a été négligente avec Maurice par le passé, mais pour renforcer son argument, Myri leur montre les administratrices de l'orphelinat, qui s'efforcent jour après jour de s'occuper des enfants, et qui commettent pourtant des erreurs, car s'occuper d'êtres vivants n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Bien sûr, elle en profite pour leur rappeler qu'eux-mêmes ont aussi commis des erreurs que l'arbitre lui-même regrette aujourd'hui. Et grâce à cela, il commence à comprendre son point de vue, alors il lui demande comment elle va prouver qu'elle peut assumer ses fonctions de protectrice. Ce à quoi Myri était déjà préparée. Alors, elle lui présente un dossier contenant des déclarations faites par chaque membre de son équipe. Elles sont toutes très variées, mais parmi les raisons pour lesquelles ils sont les plus aptes à s'occuper de Maury, on trouve « je l'aimerai plus que quiconque, je ne le laisserai jamais avoir faim, je suis forte et je peux le serrer dans mes bras toute la journée », et Myria reconnaît qu'elle est attirée par l'idée de s'occuper d'un petit être fragile et très important. Mais elle comprend aussi qu'elle n'est pas seule là-dedans et que dans son cas, elle peut partager le fardeau avec tous ceux qui la soutiennent. Malheureusement, les bras interprètent cela comme si elle prévoyait d'utiliser Maury comme un jouet. Et que cela deviendrait une relation inégale et hiérarchique. Si autant de personnes étaient impliquées, c'est pourquoi il lui rappelle qu'il n'y a rien de plus dangereux que la soif de pouvoir, comme ils le savent bien par expérience. Celle qu'ils ont eue avec les humains. Et face à cela, Myria explique que le pouvoir qui lui a été accordé par l'arbitre l'a toujours protégée, mais s'il considère que cela peut être dangereux pour Maury, elle est prête à y renoncer. Bien sûr, les jambes voient cela comme une offense, mais les bras lui demandent directement si elle pense pouvoir être la mère parfaite, ce à quoi elle répond honnêtement « je ne sais pas ». Malgré toutes ses recherches, la vérité est qu'elle n'a finalement pas réussi à trouver de réponse correcte sur ce que signifie être une mère. Et il est possible qu'elle ne le sache jamais, pas même le jour où Maury mourra et la quittera. Mais ce que elle sait avec certitude,
c'est que même si tout le monde peut définir de manière différente ce qu'est une mère, la réalité est que seule Maury peut décider qui est sa mère, et elle aimerait qu'il lui donne une chance d'être ceux qui l'accompagnent dans ce voyage. Cela dit et les larmes aux yeux. Myria les supplie de lui donner une chance d'essayer, ce à quoi les jambes insistent sur le fait que l'arbitre n'a pas encore pu prouver l'information selon laquelle Maury est venu à elle volontairement. Le problème, c'est que toute l'argumentation est interrompue lorsqu'il commence à entendre des cris venant de l'extérieur et une voix que Myria reconnaît, et à ce moment-là, elle se souvient qu'avant tout cela, elle a donné à Ridé une gemme pour pouvoir ouvrir un portail et atteindre cet endroit en cas de nécessité. Et c'est exactement ce qui se passe, car Ridé, déboule sur sa moto à toute vitesse, entraînant même les gardes de sécurité, prêts à révéler la vérité. Malheureusement, Ridé ne parvient même pas à atteindre l'estrade, car au même moment il est capturé par l'arbitre, qui le transporte dans cette immensité ténébreuse où il n'y a rien d'autre que l'obscurité à perte de vue. Cependant, la paix est de courte durée, car en l'espace de quelques secondes, l'arbitre l'attaque, le faisant cracher du sang et tomber complètement à sa merci, et c'est alors que les bras et les jambes l'identifient comme le fugitif 250 106, soulignant qu'il doit être fou pour oser entrer dans la salle de l'arbitre de cette façon, ce à quoi Ridé se contente de ricaner en lui disant que pour commencer, on ne peut pas élever un enfant avec un esprit 100% sain. Et comme il fallait s'y attendre, une telle affirmation attire l'attention de l'arbitre. Mais Ridé continue, en disant que s'il veut vraiment savoir ce que Maurice pense de tout ça, car il l'a juste là. Une lettre écrite directement par ce petit humain. Et peu à peu, l'être suprême commence à recevoir les dessins. Pendant que Ridé admet qu'il sait être une mauvaise personne, un être horrible. Cependant, Maurice l'aime, alors pour lui, il est capable de faire n'importe quoi. Et bien qu'il soit un criminel, l'arbitre l'écoute attentivement. Et quelques instants plus tard, il déploie son pouvoir sur toutes les personnes présentes, affirmant que l'heure est venue de prononcer sa sentence. Pendant ce temps, Maurice continue de frapper la vitre avec force, espérant avoir une chance de s'échapper. Et bien que ses efforts semblent vains, son visage déterminé le pousse à essayer encore une fois, jusqu'à ce que soudainement, entouré par l'aura de l'arbitre, il commence à tomber dans ce vaste vide. Et de nulle part, il se retrouve entre les mains de cet être impressionnant qui lui retire les tubes d'alimentation. Et lui met ses vêtements préférés, tout en affirmant « Jeune étoile, jusqu'à ce que ta fin arrive, tu pourras vivre la vie que tu veux. » Bien sûr, Maurice comprend la signification de ces paroles. Et le serre tendrement dans ses bras, le faisant admettre que Myria avait raison. C'est un joli cercle, très charmant, et peu importe ce que signifie être une mère. Il n'y a pas d'amour plus complet que celui qui existe entre eux, alors elle lui donne la permission de rentrer à la maison. Cela dit, Maurice se retrouve transporté sur la vaste colline du début. Cette colline qui était autrefois la représentation palpable de sa solitude, mais où actuellement, en regardant sur les côtés, il remarque qu'il n'est plus seul, mais qu'il a toute une famille qui l'attend, et, avec un sourire, Maury court vers eux. Et nous pouvons jeter un œil à ces cartes, lesquelles ne sont rien de plus qu'un résumé de tout ce qu'il a dû traverser pour en arriver là, élevé parmi les animaux, capturé par des soldats, se faisant sa première amie à l'orphelinat, recevant les cadeaux, entreprenant son voyage, rencontrant Ridé. Tout cela jusqu'à son arrivée à la maison de Myria. C'est pourquoi, lorsque les bras demandent comment ils devraient enregistrer cette preuve, ils n'y réfléchissent que quelques secondes. Avant de dire « le chemin pour voir ma mère » et les dessins défilent. Et racontent la preuve même que Maurice avait été aimé depuis le premier moment où ils l'ont vu. En fait, cette histoire ne se termine pas seulement par une étreinte, mais aussi avec les premiers mots du petit, qui ne sont autres que « maman » et qu'il prononce avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'il ne sera plus jamais seul. Le mieux, c'est qu'à l'intérieur de la maison, avec les employés épuisés et inquiets, elle se réveille enfin. Avec sa mémoire intacte et une affirmation claire, et ils vécurent heureux pour toujours. Fin de la saison, chapitre 31.